Ce soir, le thème, c'est le mensonge. Donc j'avais envie d'examiner cet angle, que j'ai jamais vraiment examiné de cette façon-là, enfin ne prenant que le focus sur le mensonge. J'avais été interviewée il n'y a pas très longtemps sur cosmopolitan.fr, d'ailleurs j'ai l'article là, sur comment peut-on refaire confiance après le mensonge dans le couple. Donc là, j'avais oublié, mais j'avais donné déjà quelques idées. Mais là, je vais développer de manière un peu plus vaste l'affaire du mensonge, qui est souvent en lien avec la trahison dans la relation amoureuse. Mais peut-être de manière plus globale, redéfinir c'est quoi le mensonge, pourquoi ment-on, qu'est-ce qu'on y met derrière, de vous faire un peu réfléchir sur cette question du mensonge, que je n'ai jamais vraiment évoquée de manière très claire. En tout cas, pas de manière approfondie. Et c'est pas mal parce que ça vous permet de réfléchir sur vos propres mensonges, mais aussi quand vous êtes en relation, qu'est-ce qui fait que l'autre ment et comment vous pouvez prendre les choses, peut-être d'une autre manière que l'habituel, le classique qui est on le prend mal, on se dit c'est mal, on va juger que moralement c'est malsain, il ne devrait pas, elle ne devrait pas. On fait des reproches, elle m'a trahi, et après ça part en dégringolade. Donc on va voir comment, est-ce que c'est possible de le prendre différemment ou pas, ça appuie sur quelle blessure, etc. Et puis voilà, de mieux cerner, de réfléchir sur c'est quoi le mensonge, c'est quoi le processus, pourquoi on en arrive à ça, ça vous permettra de mettre peut-être plus d'empathie sur ceux qui mentent, ou quand vous mentez, d'y voir plus clair là-dedans pour prendre les choses peut-être un peu différemment. Enfin, c'est un peu l'idée là que je voudrais développer dans cette conférence. Je ne parle pas d'excuses, je ne suis pas en train d'excuser les gens qui mentent, mais plutôt de voir, de décortiquer cette mécanique du mensonge. Donc, la définition du mensonge, c'est d'être assertif, sciemment, de façon contraire à la vérité. Quand on dit on ment, il y a soit je mens, soit je dis la vérité. D'accord ? C'est pile et face. Et souvent, quand on dit le mensonge, c'est péjoratif. On ne dit pas tu mens, oh, quelle bonne idée. Non, on dit tu mens, moralement, tu as l'intention de me tromper ou de tromper quelqu'un. On donne une intentionnalité négative quand on dit il y a un mensonge. C'est pour ça que c'est péjoratif. Et mentir, c'est tenir un propos que l'on sait faux. Si vous mentez sciemment, ou des fois pas si consciemment que ça, on peut mentir de façon pas très claire. Vous le verrez, je développerai. C'est tenir un propos que l'on sait faux. Même si parfois il y a du mensonge par omission, n'empêche que souvent on sait quand même que c'est pas tout à fait vrai. Des fois on se ment à soi-même. D'ailleurs, c'est le pire des mensonges, c'est l'automanipulation. Je me raconte des histoires toute seule, tout seul. Alors l'origine du mot mensonge, c'est mentir en latin, mens mentis. Enfin non, c'était chez les Romains, c'était façon de montrer qu'on a de l'esprit. C'est marrant de le voir comme ça. Donc il faut être intelligent pour mentir, hein, pour avoir de l'esprit, et il faut avoir de la mémoire, sinon on se perd dans ses mensonges. Vous savez que les gens qui mentent tout le temps, au bout d'un moment, ils se paument dans leur... ils savent plus ce qu'ils ont raconté. Donc il faut avoir quand même un état d'esprit un peu vif pour mentir, n'est-ce pas ? C'était l'origine du mot mentir. Alors, quand le mensonge détruit le couple, puisque moi je m'intéresse quand même à la relation de couple, à force de ne pas aborder, souvent le classique dans les mensonges, c'est on dit plutôt tout va bien, il n'y a pas de problème. Oui, il y a un problème. Ah ben non, tout va quand même bien, pas grand-chose, je ne sais pas. Donc on élude les problèmes. Et du coup, à force de ne pas les aborder, ils ne s'en vont pas, ils pourrissent. Donc, à un moment donné, ça finit par exploser avec des histoires de mensonges. C'est des mensonges, en fait. Le fait de ne pas pointer vraiment ce qui ne va pas, de ne pas dire toute la vérité, rien que la vérité, au fur et à mesure, c'est des formes de mensonges dissimulés. Hein. Sauf que ce n'est pas vu comme ça, ce n'est pas très clair. Alors, quand le mensonge détruit le couple, c'est quand quelqu'un qui ment se sent mal à l'aise, stressé ou culpabilisé, ou qui se sent coupable, ou qui se sent culpabilisé par l'autre, et l'autre me trahit. Donc, à force de mentir, ah oui, ça faut le savoir, ça c'est des enquêtes récentes des neurosciences qui ont vu que quelqu'un qui ment et qui ment, à force de mentir, le cerveau désensibilise certaines zones corticales négatives, certaines zones des émotions négatives. Et donc,
ces zones-là, c'est ce qu'on appelle avoir mauvaise conscience. D'où le fait de s'enfoncer. C'est pour ça qu'après, je mens et je continue de mentir. Au lieu de me sentir coupable et me dire, oh, quand même, j'exagère, c'est pas une bonne idée de mentir. On m'avait dit quand j'étais petite que c'était pas bien de mentir. Et ben, quand je commence à mentir, eh ben, je me persuade que c'est pas mal. Et puis après, je m'anesthésie. Il y a une année, c'est pas moi qui fais ça, mais le cerveau anesthésie certaines zones émotionnelles négatives. Donc du coup, je continue de mentir plus facilement. Vous avez pigé? Donc bon, voilà. C'est pour ça que les menteurs qui démarrent s'enfoncent dans le mensonge. Vous l'avez peut-être fait, une fois que vous avez démarré de raconter des cracks, vous continuez encore toujours rien de plus belle. Déjà, c'est compliqué de revenir une fois que vous avez raconté n'importe quoi, de revenir sur ah ben non, j'ai raconté n'importe quoi. Déjà, c'est compliqué. Mais en plus, avec cette désensibilisation des émotions négatives, comprenez bien qu'il y a quelque chose de l'ordre de la coupure émotionnelle. Donc on devient froid et ben on ment et on s'enfonce, on s'auto-enfonce dans le mensonge. C'est pour ça que ça vous permet de comprendre aussi pourquoi les gens qui mentent continuent souvent de mentir et voire ils ne s'en rendent même pas compte, quoi. Quelque part, c'est presque une habitude. C'est un cercle vicieux. Et c'est aussi, alors dans la relation amoureuse, tu observeras que c'est aussi une manière de compartimenter sa vie. C'est si je commence, par exemple, je te prends le mensonge le plus classique, bon là on avait dit tout va bien, Madame la Marquise, tout va bien, mais un autre mensonge classique c'est j'ai du désir ailleurs, mais je ne veux pas te le dire parce que ça va te blesser, ou alors tu vas croire que je te trompe, enfin des machins comme ça. Ça c'est le classique du mensonge en fait, sur l'infidélité. Et en général, quand on commence à mentir sur ce genre de trucs, c'est parce qu'on veut compartimenter, on ne veut pas que l'autre fouille dans nos affaires, en fait. Ça, c'est mon jardin secret, ça s'arrête là, c'est mon territoire, c'est mon espace, et donc tu ne viens pas t'insérer, m'intruser mon espace. D'accord? Donc je compartimente. Il y a mon espace avec toi, mon espace avec mes amis, mon espace avec mon boulot, donc il y a des territoires comme ça, compartimentés. Et donc, souvent, celui qui commence à mentir, compartimente, ne fait pas vraiment une vraie alliance avec son partenaire, puisqu'il va faire des alliances à côté, avec ses potes, où il va raconter tout ce qu'il veut, et avec, etc. Vous voyez ? Donc quand on commence à compartimenter comme ça, ça peut installer des zones aveugles en fait, dans la relation d'intimité. Vas-y, prends le micro. C'est là ? Ouais, vas-y. Non, c'est bon, c'est bon. Ne pas parler de nos désirs à notre partenaire, c'est un mensonge? Alors des désirs sexuels, tu parles des désirs de quoi? Des désirs de... Admettons qu'on pense à un ex et... Ah oui. C'est juste un exemple. Hein. Oui, après je vais le définir, mais oui, c'est du mensonge par omission. Je me suis toujours dit que je ne suis pas menteuse, je ne suis pas quelqu'un qui ment. Mais là, apparemment, d'après ce que vous dites, tout le monde ment en fait. Ben oui, petit gros mensonge. Secret, oui, si on n'en parle pas à notre compagnon, on est menteur. Oui, tout à fait, exactement. Alors attends, je vais directement sur les différents types de mensonges. Le mensonge, il y a petit et gros mensonge. Mais il y a du mensonge social, qui est par exemple, je te dis comment ça va, tu vas me répondre ça va. Tu ne vas pas commencer, si tu ne me connais pas bien, tu ne vas pas commencer à me raconter ta vie. Oui, mais j'ai mal ici, et j'ai ni, mais ça ne va pas bien. Et bon. Donc la plupart des gens mentent socialement en disant tout va bien. Tu vois, ça c'est un mensonge. Donc effectivement, on ment tous. Là, moi je te parle du mensonge social admis de tous, mais après tu as du mensonge effectivement dans l'intimité, caché, qui est plus on est à deux et tu ne me parles pas de ton ex parce que tu te dis que si tu me parles de ton ex, en quoi c'est grave? C'est quoi le problème? Là, j'ai pas suivi. Là, tu me disais je ne lui parle pas de mon ex. En quoi c'est un problème de ne pas lui parler? Pourquoi tu le fais? Pourquoi tu mens? Pourquoi tu ne dis pas tout? Pourquoi tu ne parles pas d'où tu en es avec ton ex? Pourquoi tu ne dis pas? Oui, il faudrait en parler en fait. Mais c'est pas que non, je ne dis pas qu'il faut. Pourquoi tu ne le fais pas? Qu'est-ce qui t'en empêche? De quel endroit part le mensonge? Moi, je ne le fais pas parce que je n'ai pas envie de faire de la peine à la personne. Voilà, donc ça fait partie... Ouais, tu peux lui repasser la parole, mais ça fait partie de vous allez voir, des fonctions du mensonge. Parce que sinon, pourquoi tu ne déballes pas toute la vérité? Tu n'as aucune raison. Tu vois. Voilà. Même s'il n'est pas jaloux, on va pas lui dire, je ne sais pas pourquoi, hier j'ai pensé à mon ex, je me sens attirée tout d'un coup par mon ex, dans mon esprit. Ouais, et tu ne lui dis pas parce que, ça ne sert à rien parce que, qu'est-ce qui pourrait se passer? Il pourrait être jaloux, il pourrait être pas bien. Voilà, et tu as peur des conséquences fâcheuses que ça pourrait occasionner. C'est-à-dire il pourrait être jaloux, il pourrait être pas bien,
Donc, après, il pourrait me prendre la tête. Hein. Au pire, il va être jaloux, et ça va me prendre une histoire, tout ça, parce que j'y ai pensé 2 minutes. Donc, pour ne pas faire une montagne, pour ne pas faire cas, pour ne pas faire une espèce de pataquès, hop, tu préfères éviter de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, tu vois. En fait, je me dis que c'est mon jardin secret, j'ai même pas besoin voilà, de mais ça, c'est le plus grand, enfin, ça, c'est le classique. Là, c'est intéressant ce que tu dis, parce que la plupart des gens disent comme toi. Ils cautionnent le mensonge en disant je veux garder mon jardin secret, parce que sinon, pour des exemples comme tu viens de le citer, oh là là, on ne va pas commencer à faire un drame, c'est normal de penser à son ex, tout le monde y pense, il y pense, j'y pense, tout le monde y pense. On ne va pas faire un espèce de machin. Et alors, toi, tu le vois comme ça, pour toi, la plupart, le grand public, il voit ça pareil, hein, la plupart des gens disent, bah oui, c'est quand même pas mal d'avoir un jardin secret, on ne va pas tout étaler tout le temps, il ne faut pas exagérer. Et en même temps, tu as le double discours qui est « moi, je ne supporte pas le mensonge, je veux toute la vérité, rien que la vérité, parce que sinon, je ne me sens pas en confiance, je me sens trahi, et je veux la vérité, parce que sinon, je fais des gros caca nerveux. » Tu vois, tu as les deux en même temps. Tu as les deux postures. Et ces deux postures sont extrêmement classiques. On les entend vraiment dans le grand public. Ce n'est pas à moi qu'invente, tu vois. Donc, c'est curieux, parce qu'on veut à la fois la vérité, toute la vérité, et on veut aussi le jardin secret. Donc, après, tu fais quoi? Bon. Donc, c'est intéressant déjà de se questionner là-dessus. Pardon, mais moi, c'était juste un exemple comme ça ne m'est pas arrivé personnellement. Oui, mais peu importe, mais ça, c'est des classiques. Tu rencontres quelqu'un, j'avais fait... La dernière conférence, c'était le rencard, le premier rencard. Par exemple, sur le premier rencard, il y a peu de gens qui te disent « Ah bah, je vais quand même parler de mon ex, parce que... voilà, il y en a qui ne veulent même pas parler de leurs ex. Comme s'ils n'avaient même jamais existé. T'en as d'autres qui sont plus libres, tu vois, dans une parole plus libre. Ça passe sous sa place, quoi. Voilà, donc c'est exactement ça. Mais tu as des personnes qu'on dit, enfin pas menteuses, c'est pas menteuse, mais qui cachent par omission des éléments d'information, évaluant que ces éléments vont déplaire, tu vois. Voilà, ça fait un moins sur le CV, pas un plus. Alors que ça se discute, ça j'en sais rien, ça fait un moins, un plus. Ça peut faire quelque chose d'authentique, comme ça peut faire un moins. Enfin bon, après, c'est une évaluation. Moi, je ne suis pas en train de mettre du jugement, parce que je voudrais que vous sortiez de l'idée que le mensonge, c'est moral, qu'il y ait de la morale. Parce que le mensonge, c'est bien ou c'est mal. Et moi, je voudrais que vous sortiez, vous puissiez vous extraire de cette question de jugement moral, que c'est ni bien ni mal, c'est juste quelque chose qui a du sens. On fait ça parce qu'il y a une fonction, il y a des fonctions du mensonge, et ce n'est pas un hasard que ceci existe. Voilà, mais que le jugement moral, il puisse passer un peu derrière, parce que sinon vous êtes coincé dans « c'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal ». Et donc sortir de ces histoires de morale, vous êtes coincé, parce que sinon vous êtes toujours dans le juge, dans le commentateur, en vous, qui va gronder, punir, avec ces histoires de trahison, ce qui va enflammer, ça ne veut pas dire que le menteur ne doit pas être puni, mais ça enflamme les conflits ou je ne sais pas quoi, les reproches et les problèmes de sécurité dans le couple. Et à un moment donné, il n'y a plus de dialogue de cœur à cœur, en fait. Ça coupe complètement le lien, en général. Quand le problème du mensonge et des gens qui sont susceptibles à la trahison via le mensonge, ils nous font des histoires, mais graves. Genre, il m'a menti une fois, c'est fini, et tati et tata. Et donc, le pire qui puisse nous arriver, c'est la déconnexion, la non-compréhension. On ne se comprend plus et on coupe complètement le lien de manière radicale comme ça, sans avoir pu continuer de dialoguer, sans avoir pu apaiser la relation. Ça, c'est le pire qui puisse nous arriver. Alors, tu passes le micro quand tu parles. Alors, attends, parce que je voulais juste dire un truc par rapport à ça. Ouais, vas-y. Notamment quand on dit que voilà, on parle de l'ex ou on n'en parle pas. Moi, je pense qu'il y a quand même un équilibre à trouver dans le couple. Soit on ne parle pas du tout de l'ex, on en parle tous les 5 minutes. Ça, c'est les deux extrêmes. Tout à fait. On peut de temps en temps parler de son ex, mais si c'est un sujet tabou, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un de très jaloux en face. Si on en parle sans arrêt, c'est qu'il y a aussi un problème. Je pense qu'il y a une question d'équilibre aussi à avoir par rapport à ça. Bah oui. Et puis au niveau du jardin secret, moi je sais que par exemple, j'ai pas envie de tout savoir sur la personne. Parce qu'il y a des choses que je ne veux pas savoir. Je veux aussi que la personne garde des choses, comme moi j'ai envie d'en garder. Alors peut-être que je fais ça par rapport à moi. Comme j'ai envie de garder des choses, j'estime que la personne doit en garder. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'ils te fassent.
C'est vrai que je raisonne beaucoup comme ça, moi. Donc on se ment. Alors si tu veux parler, tu prends le micro. On se ment en deux. Oui. Donc on est deux menteurs en fait. Oui, tout à fait. C'est équilibré. Oui, c'est un équilibre. Oui, tu vois, mais là tu es dans le jugement moral. C'est bien, c'est mal, etc. Alors, je vais reprendre. Mais oui, là, tu dis oui, c'est comme si tu mets un jugement derrière. Oui, j'avoue que moi, je ne peux pas avancer voilà, donc, si je pense que quelqu'un est menteur, parce que je ne suis jamais certaine, mais si je pense que quelqu'un est menteur en face de moi, je ne peux pas avancer. Voilà, donc moi, je voudrais développer un peu là-dessus, parce qu'avant que vous partiez dans est-ce que c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, je voudrais que vous commenciez à voir le mensonge. Il y a toujours une charge émotionnelle négative derrière le mot mensonge. Donc c'est une étiquette morale, car implicitement, ça veut dire que c'est mal. Pas bien. C'est péché même. Le mensonge est un péché capital. Donc, bah oui, c'est un état émotionnel réprobateur vers l'autre ou vers soi. Parce que quand tu dis « oh, c'est moi qui ai menti », oh, c'est pas bien, j'aurais pas dû mentir. Donc c'est un ressenti désagréable. Et quand vous croyez à cette étiquette morale, c'est difficile de garder à l'esprit qu'est-ce qu'elle peut vivre quand elle ment. Vous n'êtes plus du tout en contact avec la personne, son vécu, son ressenti, ses motivations, etc. Vous êtes en contact avec ce que vous voyez, ce que vous savez et ce que vous croyez, et c'est la vérité. Et ce que vous croyez, c'est la vérité, alors que l'autre, vous l'annulez quelque part. Presque, vous n'avez même plus envie de l'écouter, entendre raconter de pourquoi, de quel endroit ça part. Voilà, vous n'êtes plus du tout en mesure d'être dans l'empathie, mais qu'est-ce qui se passe pour l'autre qu'il en arrive à ça, tu vois? Vous êtes bloqué sur votre truc, c'est mal, et ça coupe en fait. Vous disjonctez souvent. Surtout s'il y a eu des problématiques comme ça, vous avez été trahi dans l'enfance. Donc vous, ça va vous faire une personnalité rigide et un jugement moral qui arrive à la surface à la seconde. Vous n'avez pas le temps de dire ouf, vous êtes stimulé, et hop, vous vous coupez de l'autre. Alors, ce qui conditionne votre regard sur l'autre, c'est l'étiquette, c'est ce jugement. Hein. Et si vous n'avez pas l'étiquette morale, vous pouvez vous dire « Tiens, mais c'est bizarre, j'ai vu quelqu'un qui m'a raconté ça, ou j'ai observé ça, ou j'ai entendu ça, et toi, tu me dis ça. » Tu vois ? C'est contraire à ce que j'ai vu, ou ce que je sais, ou ce que quelqu'un m'a raconté. Donc c'est curieux, qu'en est-il pour toi? Tu vois, là on va questionner. On va questionner entre ce que j'ai cru comprendre, ou ce que je sais, ou ce qu'on m'a raconté, et toi, t'en penses quoi? Enfin, voilà. Donc, sinon, à la seconde où tu l'évalues comme menteur, ben, ça part en vrille, quoi. Ben, vous ne cherchez pas à comprendre, vous ne cherchez pas à confronter l'autre dans l'adulte, parce que là, la question, bon, ben, moi j'ai entendu ça, l'autre il m'a dit que tu avais du désir pour un tel, ou que pendant que j'étais pas là, dans la réunion avec ta collègue, il se trouve que tu lui as donné rendez-vous la nuit pour passer, ça c'était une de mes patientes hier, oui, ben, dans la réunion, j'ai entendu dire que tu passais la nuit avec cette collègue, donc j'ai entendu dire que, donc ça c'est ce que j'ai cru entendre, et si tu ne le confrontes pas, tu pars, mais c'est inadmissible, et enfin comment, et j'en étais sûre, donc tu pars sur tes grands chevaux. Alors que tu peux le confronter dans l'adulte en disant, bon, qu'en est-il? Moi j'ai entendu ça, qu'en est-il pour toi? Voilà. Déjà, c'est intéressant de voir que quand vous vous dites, à la seconde où tu te dis c'est un menteur ou c'est une menteuse, qu'est-ce que tu ressens? Oui, mais du coup, quand on pense que l'autre est menteur, il nous dit... On lui en parle, on lui dit mais arrête de mentir. Enfin, oui, parce que tout de suite, tu pars du principe, tu ne veux même pas savoir. C'est mal, en fait. Tu vois, il y a une étiquette morale. Ah oui. C'est mal. Ben, c'est bien le problème. Mais je mens pas. Oui, mais parce que tu arrives en disant, en culpabilisant. Si tu commences... Là, il n'y a pas du tout... C'est un parent persécuteur qui est à l'œuvre ici, tu vois. C'est mal. Arrête de mentir, c'est mal. Donc tu le grondes, en fait, tu vois. Tu n'es pas du tout en train de poser une question comme je l'ai fait. J'ai entendu ça ou j'ai observé ça. Qu'en est-il? Et toi, tu dis autre chose. Qu'en est-il? Tu vois, c'est quand même différent. Là, on est en mode adulte-adulte. Toi, tu es dans le parent punitif ou le parent qui gronde. Tu es comme avec un gosse qui dit « c'est pas bien ». Tape sur les doigts. Pam! Arrête de mentir. Alors l'autre, évidemment, il va se défendre. Il ne va pas dire « oui, ben, j'ai menti ». Non, mais ça n'engage pas à parler, en fait. Comprendre l'autre, en fait. Non, c'est confronter dans l'adulte. C'est dire plutôt, tu formules plutôt, c'est une question de formulation. J'ai vu, on m'a raconté ça, et toi tu me dis ça, tu me dis autre chose, donc qu'est-ce qui se passe?
il y a un truc qui cloche ici. Moi, j'entends ça, ou je vois ça, ou je sais ça, et toi, tu me dis ça. C'est quoi? Il y a un écart donc, entre nos deux visions. Donc, c'est quoi le truc? Donc, tu vois que la deuxième option, celle que je viens de donner, elle est plus détendue, il y a quand même moins de rancœur. Sinon, tu penses que l'autre a une mauvaise intention, que c'est ton ennemi, qu'il se fout de toi, qu'il t'en veut, qu'il est nul et qu'il sera toujours nul. Donc, tu vois pas que comment ça... Et voilà, et donc ça part mal. Donc tu vois la différence entre ma manière d'interagir, qui cherche à savoir, à avoir une information, donc il n'y a pas de charge morale, et toi qui d'emblée coupe le lien en mode accusation. Tu vois la différence? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sanctionner à la fin ou que tu ne dois pas te protéger si vraiment la personne te ment, ça ne veut rien dire de ça. C'est juste que dans la communication, il y a un espace qui est ouvert parce qu'il y a simplement de l'investigation. Ouais, tu voulais dire quelque chose? Non, oui, je me disais que du coup, il faut être capable d'entendre aussi des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Et ça, l'autre, il le ressent aussi. C'est pour ça que des fois, il ment parce qu'il sent que tu n'es pas capable, tu n'as pas la capacité. Tout à fait. Donc du coup, et si tu laisses pas cette porte ouverte de capacité de se dire, ok, on n'est que des humains et on peut... Bah oui, on fait plein de choses pas peut-être au top, on n'est pas parfait. Donc, et de laisser la porte ouverte à l'imperfection. Voilà, à l'imperfection, au mensonge, à même même de la trahison, j'en sais rien, mais tout dépend de la gravité, bien sûr, hein, il y a toujours des limites, mais voilà, donc je me dis qu'il y a vraiment, on ressent ça, donc c'est sûr qu'on arrive, t'es un menteur, ça donne pas envie de dire oui, je t'ai menti pour ça, enfin non. Oui, tout à fait. Mais dialogue, mais pour faut qu'il y ait une régulation entre les deux et on se sente bien pouvoir le dire. Ouais. Sans être jugé, comme tu disais. Mais oui, c'est ça. Ça, c'est important ce que tu viens de dire, je trouve, parce que ça montre que tu es un peu sorti du côté très moral, de c'est mal. On est tous imparfaits. D'ailleurs, je vais vous donner les fonctions du mensonge. Pourquoi ment-on? Et après, si ça ne me correspond pas, si l'autre ne me correspond pas dans sa manière de fonctionner, c'est à moi de me mettre des limites. Mais bon, pour autant, si la personne ment, c'est qu'elle ne peut pas à ce moment-là faire autrement. Elle ne peut pas faire mieux. Et vous allez voir les fonctions, alors justement, on y va. Pourquoi un humain dit autre chose que ce qui est? Parce que c'est ça, le mensonge, c'est je dis autre chose que la réalité. Je trafique, je tarabistouille avec la réalité. Donc, il peut y avoir, par ignorance, ça veut dire qu'il transforme ce qui est, tu vois. Je vois ça et toi, tu vois autrement. Tu ne vois pas la même réalité. Ça arrive des fois, hein. Donc, où je dis ça et toi, tu dis autre chose, tu dis autrement. Donc ça veut dire que la personne, par ignorance, elle n'a pas conscience de la réalité telle qu'elle est ou telle que moi, je la vois. Ça arrive des fois, on ne voit pas les choses de la même manière, pourtant c'est la même réalité et on ne voit pas les choses. Donc par ignorance, la personne, elle me ment parce qu'elle n'a pas toutes les infos ou elle ne voit pas les mêmes choses, elle ne voit pas la réalité comme moi. Bon, ça c'est... Ok, ça c'est les mensonges de malentendu, de quiproquo. D'accord ? Après, les plus classiques, et notamment dans le couple, c'est souvent le besoin de prendre soin de soi. Le besoin de prendre soin de soi ou de prendre soin de l'autre. Donc le besoin de prendre soin. Il y a des manières de se protéger, en fait, ou de protéger la relation. Donc j'imagine et j'anticipe des conséquences non bénéfiques, soit pour prendre soin de l'autre parce que je ne veux pas le blesser, je vais être délicat. J'ai pas envie de lui balancer des trucs hyper critiques, par exemple des trucs esthétiques, tu vois, genre il y a un truc qui passe pas, genre t'as un gros ventre, t'as des fesses moches, t'es mou, enfin j'ai pas des trucs vraiment que tu pues, enfin tu vois les trucs qu'on n'ose pas dire sur le physique, c'est des exemples les plus basiques, mais il y a plein de choses qu'on n'ose pas dire pour pas blesser, ça peut être sur le caractère, ça peut être, je sais pas, voilà, tout ce qui est ne pas blesser, pas froisser, pas vexé. Donc il y a quelqu'un qui arrive, on va le mettre quelque part. C'est là. Je sais pas. Non. Bon. Donc le besoin de prendre, c'est bizarre ça. C'est quoi? Pourquoi ça s'est allumé? Regarde Sophie, va voir. Le besoin de prendre soin de l'autre. Donc là, on a vu, c'est pour pas blesser l'autre. Où il y a le besoin de prendre soin de soi. D'accord? Le besoin de prendre soin de soi, c'est pour me protéger, je ne dis pas la vérité parce que je me protège. Par exemple, je dis, installe-toi, je peux dire, je n'ai pas envie
je te cache le fait que j'ai été manger avec mon ex parce que je n'ai pas envie que tu me fasses un caca nerveux là-dessus. Donc là, je me protège moi. Et en me protégeant moi, je protège la relation en général. D'accord ? Soit je prends soin de mes besoins, parce que j'avais quand même envie, c'était plus important pour moi que de manger au resto avec mon ex que de ne pas y aller. Donc j'ai pris soin de mes besoins en allant manger avec mon ex, en sachant qu'il y a des chances que ça ne te fasse pas plaisir. Parce que tu m'avais demandé il y a 3 semaines de ne pas le faire. D'accord ? Mais je préfère me protéger et prendre soin de moi. Donc soit je prends soin de mes besoins, d'abord, je me fais passer en priorité, soit je ne veux pas te vexer, je prends soin de toi, ou je prends soin de la relation. Donc pour préserver la relation, comme je sais que tu es un gros jaloux, une grosse jalouse, je préfère ne pas tout te dire. Par exemple, si tu ne tombes pas sur quelqu'un de jaloux, tu n'as aucune raison de ne pas lui raconter ça. Mais si tu tombes sur quelqu'un de gros jaloux, évaluant que la personne elle va te faire une montagne pour 3 fois rien, tu vas mentir. D'accord ? Donc ça dépend à qui on a affaire, évidemment. Hein. Alors que l'autre, en fait, alors prends le micro quand tu veux parler. Alors que cette personne qui mange avec son ex, elle a le droit de faire ce qu'elle veut dans sa vie, en fait. Bah, tout le monde a le droit. On peut imaginer que tout le monde a le droit de faire ce qu'on veut. En fait, le problème, voilà, c'est le contrat que vous passez dans le couple qui est jusqu'où vous avez le droit de quoi. D'accepter. Oui, parce qu'il y a des personnes qui n'ont même pas le droit de regarder quelqu'un de la jante du sexe opposé. Donc, tu vois, ça dépend des contrats qui sont fixés dans le couple. Il y en a qui n'ont pas le droit de voir leurs ex, il y en a qui n'ont pas le droit de regarder quelqu'un dans la rue, il y en a qui ont le droit à rien, et il y en a qui ont le droit à tout. Donc, en fait, peu importe. C'est qu'est-ce qui est contractualisé, qu'est-ce qui est OK et qu'est-ce que vous acceptez. Parce que si vous êtes avec quelqu'un qui vous empêche de regarder quelqu'un dans la rue et que vous, ça ne vous va pas, à vous de mettre vos limites. Vous n'êtes pas obligé d'accepter n'importe quoi. C'est important de contractualiser, c'est-à-dire de vous respecter avec l'autre en nommant qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va pas. Et jusqu'où j'accepte des trucs débiles et après je regrette. Et après je mens parce que je prends soin de moi. Tu vois, parce que j'ai accepté n'importe quoi. Par exemple, dans cet exemple, j'ai dit non, je ne verrai jamais mon ex, mais non, t'inquiète pas, jamais, au grand jamais, j'en verrai aucun, tu peux me faire confiance. Et poum, l'autre, il y en a un qui arrive en magasin, là, un ex d'il y a 10 ans, et je ne peux pas m'empêcher d'aller avoir envie de manger avec lui. Bon, ben voilà. Et donc, je prends soin d'abord de moi. Mais j'accepte de raconter aussi, de mentir en disant, mais oui... parce qu'il y a des gens qui mentent aussi pour prendre soin, pas de l'autre, mais pour prendre soin de la relation. C'est-à-dire, je veux garder un bon lien, tu vois, là c'est le cas. Donc, je te fais savoir que jamais je verrai aucun ex, tu peux me faire confiance, plus jamais je les verrai. Donc, je te dis ça en début de relation, puis 10 ans après, il y en a un qui passe, je vais le voir, tu vois, par exemple. Donc, je raconte à l'autre, c'est l'auto-manipulation, c'est souvent le pire, c'est je me raconte une histoire et je lui raconte une histoire. Tout ça pour être aimé. Ouais, moi, j'ai souvent fait ça, c'est-à-dire j'ai souvent rien dit pour éviter les disputes. Ouais. C'est quelque chose que je fais souvent parce que j'aime pas les disputes. Mon père était comme ça et j'aime pas quand ça dispute et du coup je préfère ne rien dire pour éviter les disputes. Mais au fil du temps, au bout d'un moment, voilà, la dispute elle arrive quand même. Mais je me dis que mentir pour éviter une dispute, pour préserver l'autre. C'est quelque chose de noble. On peut mentir aussi pour faire du bien. Moi, j'ai déjà menti pour faire du bien à l'autre. Mais oui, mais c'est ce qu'on vient de voir. La fonction du mensonge, l'intention, c'est pour ça qu'on dit « Ah, le menteur, il est mal intentionné », mais après, ça se retourne contre toi. Hein. Parce qu'au début, l'autre, quand tu mens par omission et que tu es chopé, qu'on te chope, après que l'autre se sent trahi, elle te fait la gueule. Elle te dit « Tu étais mal intentionné », alors que toi, ton intention, c'était de ne pas blesser. Oui. Tu vois, de protéger la relation. En réalité, ça fait l'effet inverse. Ton point de départ, c'était de ne pas lui faire du mal. Bien sûr. Et donc de ne pas aller au conflit, parce que tu veux la paix des ménages. Sauf qu'à force, et comme je l'ai dit, les mensonges les plus classiques dans le couple, c'est de dire, comme tu l'as fait parce que tu n'aimes pas le conflit, tout va bien, ma chérie, tout va bien. On gomme ce qui ne va pas. Mais non, ça va, il y a un problème. Non, c'est pas grave, je t'aime quand même, tu sais, il n'y a pas de problème. Donc à force de faire la paix des ménages, tu te retrouves avec des histoires invraisemblables et des accumulations de ressentiments et d'obstacles et de problèmes qui deviennent des problèmes comme ça. Et du coup, à la fin, ça te fait des coups des reproches et des ruptures et des couleuvres, en fait, parce que ça passe en sous-marin. Après, on peut aussi mentir en disant « Oui, j'ai pensé à toi, tu as pensé à moi, oui, tu m'as manqué ». Ça, c'est des choses, on ne pourra jamais prouver on ne pourra jamais se faire choper, quoi, quelque part. Tu vas te faire choper. Mais non, c'est pas vrai. Attends, je voudrais juste, c'est marrant de penser, parce que moi, j'ai jamais fait ça. Quand l'autre ne me manque pas, il me manque pas, je ne vais pas lui dire qu'il me manque s'il ne me manque pas. Hein. Donc, il y a des gens qui ont besoin d'entendre qu'ils nous ont manqué. Donc, moi, je le ressens. Ah oui, donc en fait, tu dis des trucs gentils
pour plaire. Parce que tu sais qu'elle aime bien, la nana, elle aime bien quand tu la flattes, enfin quand tu lui dis des trucs gentils. Et donc, elle attend des trucs gentils, donc toi, tu rentres dans ses attentes. Donc, en fait, tu es complètement suradapté. Ça s'appelle de... Oui, c'est de la manipulation, ça s'appelle de la suradaptation. Attends, alors, parlez pas tous en même temps. Mais on manipule tous, mais c'est intéressant que là, cette histoire, tu vois, ton intention, on pourrait voir, on pourrait dire c'est de la manip, mais l'intention, c'est d'être sympa avec l'autre. Il a dit « je suis un gentil ». Il a dit « je suis un gentil, j'aime bien faire plaisir ». Donc pour lui faire plaisir, elle va être contente si je lui dis qu'elle m'a manqué. Ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, mais ça lui fait soi-disant plaisir. Donc ton intention, c'est d'être un gentil. Mais t'es un gentil. Mais c'est intéressant de voir. Parce que toi t'es énervé avec... tout de suite, c'est mort. Mais enfin, il n'est pas obligé de mentir. Il peut dire la vérité. Sauf que lui... Si tu comprends de quel endroit ça part, son intention, c'est d'être aimable, c'est d'être au service. Mais ce n'est pas ni bien ni mal. C'est de voir, tiens, mais qu'est-ce qui se joue dans la psyché? Il n'y a pas de jugement moral, en fait. Sortez du jugement moral. C'est voir, mais de quelle intention ça part. Ici, c'est pour prendre soin de la relation. Et donc, de prendre soin de la fille. Parce que la fille, s'il lui dit un truc gentil, elle va monter au plafond. Sauf que ce n'est pas vrai. Donc... Mais moi ça m'a fait penser... Et puis, faire du bien à la fille. Soi-disant, ça va lui donner de l'énergie, tu vois. Je vais lui faire des compliments, elle va être contente. Ouais. Mais moi ça m'a fait penser à l'expression anglaise « people pleaser ». Quelqu'un qui veut plaire aux gens. Mais je trouve que c'est aussi destructeur pour la personne qui a l'impression que si elle ne plaît pas, on ne va pas l'aimer. Voilà. Alors que finalement, si on peut ne pas plaire et puis finalement on peut nous aimer tel qu'on est sans être forcément obligé de plaire. Ben oui. Et donc ça, je pense que du point de vue de la personne qui veut plaire, c'est assez destructeur parce qu'elle ne peut pas être elle-même. Ben, c'est sûr, c'est bien que c'est tout le travail sur la suradaptation, mais ça, c'est un autre sujet. Là, je suis dans le sujet du mensonge, mais c'est vrai que quand tu dis des trucs pour faire plaisir et que tu suradaptes aux attentes de l'autre pour lui faire plaisir, en général, c'est pour te faire aimer en retour. Donc, il faut que tu sois quelqu'un de gentil, de bon, de sympa, d'une bonne personne, quoi. Voilà. Et du coup, il y a un retour sur investissement attendu. C'est tout le travail de sortir de la suradaptation, c'est ce que faisait Thomas de Zandbourg là, dans son truc, cessez d'être gentil, soyez vrai. Mais bon, on est sur un thème annexe. Là, je voudrais revenir sur le mensonge, sauf si tu as un truc à dire. Mais... Ben, en fait, moi, ce qui peut me faire plaisir, si tu veux être gentil avec moi, en fait, il faut que tu me dises la vérité. Et là je serai la plus heureuse. Ouais, parce que toi, c'est toi. Moi, je suis comme ça. Voilà. Si tu fais semblant... je vais le sentir de toute façon, parce que voilà, j'ai un sixième sens, c'est comme ça, je suis comme ça. Et non, je pourrais pas avancer. Mais voilà, oui, ça n'engage que moi. Ouais, c'est sûr. Oui, parce que dans les personnalités comme toi qui ont été sensibles à la trahison, parce qu'il y en a déjà eu avant, il y a quelque chose de l'ordre de je milite pour la vérité, tu vois. Et donc quelqu'un, alors lui, malheureusement, ça va être compliqué parce que comme il est pas conflictuel, il veut faire du bien aux autres, il a peur du conflit, tu comprends que même si tu lui dis ça, tu lui dis, ah, tu le rencontres, d'accord, vous vous rencontrez, et au début de ta relation, tu dis, oui, mais moi, la seule chose qui me fait plaisir, c'est la vérité. Sauf que lui, il dit, oui, parce que toi, tu as un problème à la trahison, et que lui, il ne peut pas s'empêcher d'être un gentil garçon, donc lui ne va pas pouvoir s'empêcher d'être dans sa dynamique, de ne pas avoir de conflit et de te dire des trucs sympas, mais pas de te dire ce qui ne va pas, ou pas vraiment, ou en mode... gentil, quoi. Je te dis pas vraiment ce qui va pas bien, je te fais un grand sourire et je dis pas, je fais pas de reproches. Et toi, tu vas pas aimer. Mais lui, il pourra pas faire autrement. Et ça part pas d'un mauvais fond, c'est qu'il ne peut pas, avec sa construction, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, être un soi-disant méchant garçon, en disant la vérité, tu comprends? Oui, je comprends. Donc c'est important que vous compreniez ça, parce que toi, tu peux... Tu vois, dans des gens qui... Ben oui, c'est des différences de profil de personnalité. Lui, c'est l'altruiste, et toi, tu es la nana en méfiance, on ne va pas me trahir, on ne va pas me la faire, on ne va pas me la faire, on ne va pas m'avoir. Donc, évidemment, dans ce couple-là, si vous vous mettez en couple, ça risque de coincer à un moment donné. Parce que toi, tu vas te croire, tu vas penser que lui, il te ment et que finalement, c'est un mauvais garçon, parce qu'il te ment, il ne dit pas toute la vérité, rien que la vérité, forcément. Alors qu'il veut faire que le bien. Alors que lui, il veut faire que le bien. Et donc, vous allez pas vous comprendre, quoi. Vous êtes sur deux planètes différentes. C'est important de le voir comme ça, de voir, mais qu'est-ce qui se joue derrière?
Tu vois, et toi, tu pourrais arriver en mode, mais tu m'as menti, tu n'as pas tout dit, pourquoi tu n'as pas dit la vérité? C'est inadmissible, mais enfin comment? Tu devrais. Donc ça, c'est tout ton truc moral qui vraiment coupe le lien direct, en accusant, en blâmant, et tu n'as pas l'opportunité de voir qu'est-ce qui se joue dans son système, pourquoi il en est là, pourquoi il ne peut pas. Et donc ici, c'est vraiment pour prendre soin de l'autre, parce que son intention, c'est un gentil. Voilà, donc c'est ça des stratégies. Tu vois, donc on parle des stratégies pour prendre soin, même si c'est tragique, parce que là, par exemple, dans cet exemple, ça peut être extrêmement tragique, ça peut mal se terminer, votre histoire. Et même si tu lui mets des limites, c'est pas la peine de le mettre dans la case, c'est un mauvais garçon, finalement, il m'a menti, c'est un mauvais garçon, alors que lui, il passe son temps à vouloir jouer au gentil. Et c'est pas la peine de dire, il m'a menti, c'est un méchant, c'est un mauvais, etc. Voilà. T'acceptes ou t'acceptes pas, mais c'est pas la peine. Ce qui est important de voir, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est pas la peine de mettre l'autre dans une case mauvaise personne par rapport au mensonge. Parce que ça, c'est les jugements moraux. Et donc, c'est bien que vous puissiez un peu voir un peu plus haut, plus large, plus spacieux. Tu voulais dire quelque chose? Oui, on dirait un peu parent-enfant, comme quand les enfants ils font un dessin, c'est moche, et on est là, ah, c'est super beau, pour remonter un peu, pour les faire grandir, pour leur estime, pour qu'ils se sentent bien, alors que c'est faux, où ils vont faire 3 pas en vélo, waouh, c'est génial et tout, alors que, non mais ça me fait penser à ça, quand on est grand, on dirait qu'on fait un peu la même chose pour pas blesser l'autre, à avoir ces mêmes comportements-là, en fait. De l'adulte qui veut pas blesser, parce que ça va lui casser un peu l'estime de lui ou la confiance en lui, en fait. Ben, la peur de faire mal à l'autre, c'est quelque chose d'appris chez certains enfants, dans certaines familles, où il fallait obéir, où il fallait être des gentils, il ne fallait pas protester, il ne fallait pas contrarier, parce que sinon c'était cher payé. Mais même chez les profs, si tu contraries le prof, il te met une mauvaise note. Il ne faut pas contrarier les adultes très souvent parce que sinon, tu prends cher. Donc, il y a des choses apprises comme ça ou modélisées sur les parents parce qu'il y a des parents non conflictuels, parce qu'eux-mêmes ont peur des conséquences fâcheuses de contrarier. Il faut que ce soit lisse, harmonieux, machin à tout prix. Donc, ça va coller justement des injonctions à être très gentil, à ne pas blesser, à ne pas vexer, à dire des compliments, mais pas trop agressivement, de ne pas être agressif, de ne pas être violent, de ne pas être ceci. Tu vois, tout est un peu lissé comme ça. Et on le sait, ça fait beaucoup plus de dégâts. Par exemple, tu tombes sur quelqu'un comme elle qui dit non, mais tu m'as menti, ou tu n'as pas dit toute la vérité, tu as dit un bout de la vérité, mais il y a plein de trucs que tu ne m'as pas vraiment dit. Puis après, au bout de 10 ans, tu t'en vas comme ça, j'ai rien compris au film. Tu vois, c'est contre-productif. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui apprennent à être soumis, à être docile, à être sage, à être, à être gentil. Et ce n'est pas surprenant. C'est juste qu'après, ça peut être un peu catastrophique. Ce sont des stratégies pour se faire aimer. Il ne faut pas oublier que prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, en mentant, préserver la relation, c'est des stratégies de protection qui sont utiles pour être aimé, se faire aimer des autres. C'est des apprentissages, c'est des stratégies souvent qui se terminent de manière extrêmement tragique, parce qu'on finit par mentir et ça finit par faire l'effet inverse, mais néanmoins, ça reste des stratégies. Donc il veut être aimé. Ben oui, comme nous tous, on veut tous se faire aimer. Après, les stratégies ne sont pas les mêmes. Pour se faire aimer, il y en a qui sont gentils, d'autres qui, pour se faire aimer, toi tu vas dire toute la vérité, l'autre, elle va... Bon, chacun son truc. Moi, le mensonge auquel je pensais, c'était vraiment, et je veux dire, maintenant que je suis assez âgée, etc., les hommes, en l'occurrence, qui mentent pour avoir ce qu'ils veulent. C'est-à-dire, ils ont décidé que cette relation, elle va commencer. Ils savent que, par exemple, dans leur personnalité, il y a quelque chose qui est rédhibitoire pour nous parce qu'on leur a dit. Ils le cachent pour pouvoir avoir la relation, ou ils mentent sur leur statut marital ou autre, pour avoir la relation. Pour coucher avec toi, tu veux dire? Non, ça peut être pour oui, pour avoir la relation, ça veut dire avoir quoi? une relation même stable, même parce qu'ils sont amoureux, ils sont capables d'arriver jusqu'à dire vraiment un gros mensonge. Genre, j'ai pas de femme, je suis pas mariée. Oui, ou genre même ne serait-ce que bon, ça peut, je vais paraître idiote, mais mentir sur leur signe du zodiaque. Un truc comme ça, où on leur dit par exemple, je ne sortirai jamais avec un Gémeaux. Ils sont Gémeaux, ils disent, ah, mais je suis Capricorne.
peu importe. Mais oui, non, mais ça m'est arrivé. Hein. C'est-à-dire, c'est un truc totalement égoïste, pas pour pécho, pour aller au lit, hein, parce qu'ils veulent cette relation et qu'ils sont prêts à dire n'importe quoi pour l'obtenir. Et ça, j'ai connu plein d'hommes comme ça. Ah bah, que ça peut être du petit mensonge. Hein. C'est une manière de prendre soin. Bah oui, parce que moi, voilà, du petit mensonge au gros mensonge, des gens je ne sais pas s'ils se doutent, ils reculent jusqu'au maximum l'échéance où ils vont devoir dire la vérité, mais je ne pense pas que... voilà, à tous les coups, c'est la fin de la relation. Je ne mets pas de jugement moral là-dessus. Moi, la question que je voudrais que vous posiez, qui est, mais pourquoi, au fond, cette personne met cette stratégie en face? Bah oui, pourquoi elle ment? C'est une stratégie. Ici, pour moi, c'est dans mon esprit, avoir la relation, ça parce veut qu'il dire veut avoir pour ce se qu'il faire veut. aimer de toi. Égal. Bah, oui, pourquoi elle veut absolument se faire aimer de toi en mettant en place une stratégie, par exemple sur le signe du zodiaque, que tout le monde s'en fout. Tu ne parles pas d'une grande histoire. Bon, après qu'ils disent pas... Sauf si la personne, vraiment, pour elle, c'est important. Mais oui, donc on voit bien que pour prendre soin de moi, de mes besoins, j'ai besoin d'être aimée de toi parce que tu es une personne spéciale et unique et j'ai envie de t'avoir, comme tu dis, de t'avoir dans ma vie, alors je vais cacher par omission des informations. Parce que je pense que si je dis la vérité, tu ne me prendras pas avec tout le package. Sinon, on dit la vérité. Il y a vraiment une anticipation de tu ne peux pas m'aimer comme je suis, la preuve, je ne peux pas tout te dire, mon signe du zodiaque, ni autre chose. Tu vois. Donc il y a vraiment une croyance que je ne peux pas être aimée pour qui je suis. Sinon, la personne va dire la vérité. C'est intéressant de voir sous cet angle-là. Effectivement, quand on parle de quelqu'un qui est marié, forcément, sa demande, elle n'est pas légitime. Il sait très bien qu'il demande un truc qui n'est pas légitime. Si la personne... sauf si tu aimes bien les hommes mariés. Après, oui, tu fais mais si la personne, s'il pense qu'il doit le cacher, c'est qu'il sait bien que la personne n'acceptera pas. Il anticipe, c'est de la prédiction. N'oublie pas que c'est pour prendre soin de soi, pour obtenir ce dont j'ai besoin. Donc pour prendre soin de mes besoins, je cache des choses parce que j'anticipe que si je dis la vérité, je vais me faire ramasser. Je n'aurai pas ce dont j'ai besoin. Et parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Parce que si par exemple tu es un homme marié ou une femme mariée et tu veux d'autres histoires à côté, il y a des personnes que ça va intéresser. Ceux qui ont envie d'être avec des gens mariés, ça va les intéresser. Ceux qui n'ont pas envie, ça ne va pas les intéresser. Mais il y a des anticipations et des prédictions que je cache parce que c'est une stratégie pour aller dans le sens de mes besoins. On a vu les 3 fonctions du mensonge, soit pour prendre soin de moi, pour prendre soin de l'autre, pour prendre soin de la relation, pour protéger le lien qui compte pour moi. C'est pour ça qu'on ment. Et qu'on se ment à soi-même souvent. Des fois, on se raconte n'importe quoi. Donc voilà. Donc c'est pas il n'y a pas de jugement. Il y a juste dire que des fois, ça fait des dégâts. C'est tragique comme type de... Oh là. Non, ce n'est pas l'heure de me téléphoner. Paf. Ça, c'est vraiment dans l'impro. Hein. Bon, voilà. Donc, posez-vous la question. Attends, je prends la parole, après je te laisse. À chaque fois que quelqu'un ment ou que vous mentez, parce que ça peut vous arriver à vous aussi, pour prendre soin de vous, de l'autre ou de la relation, ou par ignorance, comme on l'a vu, posez-vous la question, pourquoi est-ce que cette personne ou vous-même ne vous sentez pas assez en sécurité pour dire toute la vérité, rien que la vérité, ou être mal à l'aise pour dire la vérité, hein? Pourquoi? Il y a forcément un truc d'anticipation et d'insécurité, sinon il n'y a aucune raison de mentir. Si je n'ai pas besoin de me protéger, si je sais que l'autre va m'accueillir comme je suis, j'ai aucune raison de cacher quoi que ce soit. Authentique. Oui, je ne peux être qu'authentique que si l'autre m'accueille, ne me juge pas ou que je n'anticipe pas qu'il va me rejeter. Sinon, j'anticipe que je dois lui cacher des trucs parce que si je lui dis la réalité, la vérité, je vais prendre cher. Je n'aurai pas ce jeu. Oui, tu voulais dire un truc. Oui, par rapport au mensonge, comme tu dis que c'est une escalade, donc moi je sais que j'ai une capacité, une faculté à détecter les gens qui mentent. Et j'ai une technique que je vais vous donner à tous et à toutes. C'est que quand quelqu'un ment ou quand quelqu'un dit quelque chose, il faut poser des questions, essayer d'approfondir ce qu'il te raconte. Oui. Tu poses des questions, et ça va tellement gêner la personne qu'elle veut partir sur autre chose. Et c'est là où tu te rends compte que les gens mentent. Et je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça fonctionne bien. Tu demandes des détails, tu cherches à approfondir. Et là, tu mets la personne mal à l'aise. Après,
Ça évite peut-être, quand la personne fait ça, elle va dire, bon, il ne faut pas que je lui mente parce qu'elle va me reposer des questions. Donc ça peut peut-être permettre aux gens d'éviter de mentir parce qu'ils savent qu'ils sont avec quelqu'un qui est assez perspicace. Et moi, je suis assez perspicace. Je demande des détails et puis il y a un ressenti aussi dans le regard, etc. Tu vois. Et ça, c'est une technique qui est pas mal. D'accord. Ok. Bien, merci. Donc toi, tu n'aimes pas qu'on te mente? Oui, mais là, on est toujours dans... mais personne n'aime qu'on lui mente. Mais qui c'est qui aime qu'on nous mente? Personne. C'est jamais agréable d'apprendre que l'autre, il t'a menti. Après... Par sympathie, pas de mal à l'autre, mais tu veux pas qu'on te mente. Oui, enfin, je veux pas qu'on me mente, c'est pas que je veux pas qu'on me mente. Si on me ment sur des choses, des banalités, c'est pas grave. Mais si on me ment par rapport à une tromperie, c'est là où je vais aller creuser. Si on me dit des choses et qu'il n'y a pas de tromperie derrière, je vais laisser le mensonge. C'est des petites choses du quotidien. Oui, il parlait du jardin secret admissible et des choses non admissibles. Oui, c'est ça. Tu vois. Donc après, chacun voit à sa fenêtre. Hein. Hein? Oui, ça dépend de chacun. Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce que j'admets, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et il y en a certains, c'est même des petits détails, ils ne vont pas supporter, tu vois. Donc, mais je voudrais, là, parce que là, tu donnais des trucs que c'est pas bien de mentir, et alors, je voudrais quand même que vous sortiez de ce truc-là. Et que, mais même si ça ne vous empêche pas de mettre des limites, hein, ça n'empêche de rien du tout. C'est juste de voir les choses un peu autrement. Et de voir que les personnes qui mentent, même au niveau de la tromperie, par exemple, c'est qu'ils prennent soin de leurs besoins et qu'ils n'ont pas les moyens de prendre soin des vôtres. À ce moment-là, ils ne peuvent pas prendre soin de vous. Ils peuvent prendre soin que d'eux. D'accord ? C'est comme ça. Donc c'est pas contre nous forcément. Ben non, arrêtez de les voir comme des ennemis. Ils ont priorisé leurs besoins avant les vôtres. Donc, le sachant, après, c'est bien, tu fais quoi de ça? Après, tu peux mettre une réponse. Tu peux mettre une limite, ou tu peux accepter, ou tu peux ne pas accepter, ou c'est à toi de voir. Mais en tout cas, c'est plutôt de voir que l'autre ne peut pas faire mieux que ça. Il est bloqué parce qu'il a préféré prioriser ses besoins. Donc, ce n'est pas un ennemi. C'est quelqu'un qui prend soin d'abord de lui et qui ne peut pas aller vers toi. Mais du coup, quelqu'un qui prend soin d'abord de lui, ça s'appelle un égoïste, non? Pas forcément. C'est quelqu'un qui, dans ses... Alors, égoïste, moi j'aime bien les mots, alors vous êtes tout de suite... qui s'occupe de ses besoins, qui s'occupe de lui et qui se priorise. Dans les schémas dans les 18 schémas de Jung, c'est j'ai tous les droits. C'est un des schémas. C'est-à-dire c'est souvent des enfants qui ont été extrêmement frustrés ou avec des parents autoritaires qui les ont empêchés ou forcés ou maltraités, etc. Une fois adultes, ils se disent je serai libre et plus personne va m'empêcher de prendre le contrôle, va prendre le contrôle sur moi, va m'empêcher de faire ce que je veux, je ferai ce que je veux, nananaire. Donc on voit, tu vois les systèmes, comment ils se mettent en place. Plutôt que de dire c'est un égoïste, il prend soin de lui, il ne peut pas m'écouter, il ne peut pas aller vers moi, eh ben oui, mais quand tu vois l'histoire, après tu te dis oui, écoute, je suis tombée sur quelqu'un comme ça, je ne suis pas très surprise. Bon, après ça me va pas, je ne suis pas obligée de faire affaire avec. Mais quand tu comprends, le truc c'est de ne pas le voir comme un ennemi ou comme un gros salaud ou comme une grosse égoïste. En fait, il n'a pas les moyens de faire plus. Et quand vous sondez l'histoire, vous voyez dans quelle sphère, dans quel univers, d'où il vient, et il ne peut pas faire mieux en fait. Après, tu continues pas. Mais voilà, en tout cas, arrêtez de taper sur l'autre tout le temps avec un côté moralisateur, c'est un salaud, c'est un PN, c'est un nani, c'est un nana, c'est un menteur, et c'est dégueulasse, et vous affolez toutes les copines, alors t'as vu, c'est un égoïste, il s'occupe que de lui, il en a rien à foutre de moi. Et après vous dites, il en a rien à foutre de moi, mais c'est pas forcément vrai d'ailleurs, hein. C'est juste qu'il s'est priorisé. Et il veut être libre, par exemple, dans cet exemple, c'était je veux d'abord ma liberté, personne ne m'enfermera. On accepte ou pas. Ah voilà, vous acceptez ou pas, ça c'est autre chose. Ça c'est je prends soin de moi. Mais donc du coup, est-ce que les mêmes causes ont les mêmes effets, ou est-ce que par exemple s'il y a une fratrie avec la même éducation, on peut avoir des chemins complètement différents? Complètement, c'est toute la palette est possible, parce que chaque enfant réagit différemment. Là, il n'y a pas du tout de... Voilà, mais je voulais quand même rectifier ça, parce qu'on voit que sur la question du mensonge, c'est très réactif. Vous avez tout de suite un jugement moral, c'est bien, c'est mal. Bon, c'est humain, je peux pas, c'est normal. C'est juste que c'est bien d'avoir... Parce que je répète que notre intentionnalité, notre aspiration la plus grande, c'est la connexion du cœur à cœur. C'est-à-dire, c'est pas de se couper et il y a les gentils et les mauvais. C'est d'avoir une relation apaisée, même si vous ne restez pas avec cette personne.
bon, au moins, vous avez compris ce pourquoi, voilà. Bon, puis ça reste apaisé, et puis c'est calme, quoi. Il n'y a pas, vous n'allez pas soit être victime pendant des siècles en pleurant sur votre sort, soit l'accuser de tous les maux, avec une généralisation, tous les mecs me trahissent. C'est pas la peine. Vous pouvez, vous n'êtes pas obligé de vous prendre le chou avec ça. Vous pouvez aussi rester sur un terrain plus neutre. Vous n'êtes pas obligé d'être resté en le lien avec vos ex, mais vous pouvez voilà, voir comment ça s'est joué tout ça. Ça, c'est plus intéressant. Alors, l'inverse du mensonge, c'est la vérité. Et la vérité, c'est encore une étiquette morale, mais positive. On part dans l'autre sens. Et donc, c'est quoi la vérité? C'est de dire ce qui est. Et dans certains milieux, comme politique, comme je ne sais pas quoi, enfin, bon, on dit la vérité, il faut adhérer, dans religieux, il faut adhérer à la vérité. Nous, on détient la vérité. Donc, vous devez penser que comme nous. D'accord? Donc, c'est pas mieux quand on pense à la religion. Vous avez vu comment ça a donné des guerres et des morts et tutti quanti, encore aujourd'hui, hein, pour des gens qui disent on détient la vérité, dans les dictatures et tout. Bon, et il faut que tout le groupe adhère. Donc vous voyez que la vérité, quelque chose qui est affirmé vrai et dogmatique, en tant qu'absolu, c'est aussi embêtant de croire à la vérité, en la vérité. Qu'à la vérité. Qu'à la vérité, tu vois. Donc c'est une charge positive valorisée par un groupe, mais méfiez-vous de cette étiquette morale positive, parce que quand on est dans des dogmatismes, que ce soit le mensonge c'est mal, la vérité c'est bien, vous pouvez oublier que la vérité érigée en tant qu'absolue, c'est pas si bien que ça. Ça a mené quand même pas mal de gens à être des moutons, à croire à n'importe quoi et à pas se poser de vraies questions, de bonnes questions. Il n'y a pas de jugement critique, si tu veux. Oui, c'est deux extrêmes. Mais c'est intéressant de voir que l'inverse du mensonge, c'est la vérité. On veut la vérité, mais on ne réfléchit pas sur, attends, la vérité en tant qu'absolue avec un grand V, c'est pas toujours OK, quoi. C'est pas toujours... Il n'y a aucun esprit critique, il n'y a aucune vision en amont, il n'y a aucune réflexion, quoi. Bon. Donc, ce que disait, j'aime bien, Cathy Byron, qui est une Américaine qui a fait un travail qui s'appelle le Work, et qui parle qu'il n'y a aucune vérité en tant qu'absolue sur Terre, et il n'y a que des points de vue, que des croyances. Donc, toute vérité est relative. Voilà. Et dans son protocole qu'elle utilise, la première question, elle dit... Quand vous croyez, par exemple, à quelque chose, première chose que tu demandes, est-ce que c'est vrai? Par exemple, c'est un menteur. Donc toi, tu affirmes, c'est un menteur. Est-ce que c'est vrai? Et la deuxième question du protocole, c'est est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est ça qui est en train de se passer maintenant? Peut-être que on ne sait pas. Tu vois, la deuxième question qui est est-ce que c'est vraiment vrai qu'il est menteur, tu n'as aucune possibilité de dire bah oui, là tout de suite, je ne sais pas s'il dit vraiment quelque chose de réel ou pas. Parce que c'est la vérité pour Cathy Byron, c'est la réalité, c'est ce qui est. C'est pas ce qui devrait être ou ce qui n'est pas, c'est vraiment ce qui se passe ici et maintenant. Tu vois? C'est la différence. Parce qu'elle dit, la fille, c'était mon mari ne devrait pas me tromper, donc il est un menteur. Non, c'est pas vrai. C'est la réalité, c'est qu'il te trompe. Ça, c'est ce qui se passe. Et c'est pas qu'il ne devrait pas me tromper. Donc, si il me trompe et que ça, c'est la réalité et que moi, ça me correspond pas, après, je peux mettre une limite. Mais c'est pas qu'il ne devrait pas me tromper. Est-ce que vous pigez la différence? Il fait sa vie. T'acceptes ou pas? Voilà, t'acceptes ou pas. Voilà. Mais est-ce que c'est vrai? Tu vois, est-ce que c'est vraiment vrai? Là sa difficulté à elle, c'est qu'il ne devrait pas me tromper. Alors que lui, lui, il prend soin de ses besoins, il la trompe, il priorise pas sa femme. Donc, il n'y a pas de vérité ni chez l'un ni chez l'autre. Alors prends le micro quand tu veux parler, sinon donc tu disais il n'y a pas de vérité ni chez l'un ni chez l'autre. Non, donc c'est mieux de travailler comme elle le fait, Cathy Byron, pas de manière absolue, c'est bien, c'est mal, mais plutôt est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vraiment vrai, quelle est la réalité? Et si la réalité c'est qu'il est en train de me tromper, enfin de coucher avec une autre fille, et que moi ça ne me va pas, je vais faire quelque chose, je vais faire le nécessaire pour moi. Mais je ne vais pas passer mon temps à le traiter de menteur, 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 menteur. Tu vois, ça ne sert à rien. On est plus ici sur les faits. Qu'est-ce qui est et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce qui est, voir qu'est-ce qui me correspond, qu'est-ce qui ne me correspond pas, plutôt que de passer son temps à blâmer l'autre. C'est différent, on n'est pas sur le même travail.
C'est pour ça que dans le protocole, c'est est-ce que c'est vrai? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment vrai? Oui, tu veux dire quelque chose? Mais je pense qu'il y a aussi des mensonges, par exemple, terre à terre. Par exemple, je t'invite pas au restaurant parce que j'ai une réunion de travail, alors que je t'invite pas au restaurant parce que j'ai plus d'argent sur mon compte. C'est des trucs... Oui. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la vérité, c'est qu'il a plus d'argent sur son compte. Il n'y a pas besoin de dire si c'est vraiment vrai. Voilà. Si, parce que là, on est encore... J'anticipe qu'on ne peut pas m'aimer comme je suis si je dis que je suis un homme et que je n'ai pas d'argent. Bon, surtout les hommes, ils pensent qu'ils doivent se faire aimer par le pognon, d'accord? Donc, quand ils invitent les nanas au restaurant, surtout les premières fois, c'est encore vrai maintenant. Hein. Ils se disent, si j'ai pas de fric, la nana, elle va me trouver affreux et donc elle va me virer. Donc, je ne dis pas pour tout le monde, mais par anticipation, c'est des croyances. Par anticipation, j'ai peur du rejet, je ne peux pas être aimée si je suis pauvre, et donc je vais manipuler, c'est-à-dire cacher des trucs parce que je pense que c'est grave. Toujours pareil, j'ai tellement peur de ne pas être aimée pour qui je suis. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a quand même... Mais non, il le sait très bien ce que c'est la vérité. Il ne peut pas le dire, mais c'est pour obtenir ce dont j'ai besoin. C'est toujours... Oui, c'est ça. Alors on va le voir. C'est compliqué. Des fois, c'est pas compliqué. Quand je prends soin de moi, quand je veux obtenir ce que je veux, je protège mon image. Et ça, c'est une des fonctions du mensonge. Vous l'avez, les nanas. Là, par exemple, c'est un exemple sur les mecs qui cachent leur état financier. Mais les nanas, on le voit sur les sites, elles cachent leur âge. La plupart du temps, elles tronquent. Elles mettent des photos de je ne sais pas quoi. Voilà. Parce que les filles, elles ont besoin de se montrer désirables, donc elles ont besoin d'avoir une belle image. Donc, si tu veux, si on fait un truc de genre, les hommes vont cacher ça, les femmes vont cacher ça. Pas tout le monde. Mais c'est vrai que une des fonctions d'une image, c'est de donner, une des fonctions du mensonge, c'est de tenir une belle image. Parce que je crois que si je n'ai pas cette belle image, je ne peux pas être aimée pour qui je suis de nouveau. Donc, et selon les endroits où on a des failles, on va dire, moi, il ne faut pas que je montre que je suis moche. L'autre, elle va dire, moi, il ne faut pas que je montre que je n'ai pas d'argent. L'autre, il va dire, moi, il ne faut pas que je montre que je suis vieux. L'autre, il ne va pas dire, bon, enfin, etc., etc. Selon les failles que l'on croit sur nous-mêmes. Je porte un masque. Bah oui, je porte un masque. Et le mensonge, c'est un masque. Bon, voilà. Voilà. Alors, comment communiquer? Parce que le but du jeu, c'est quand même comment on reste dans la communication ou comment on communique le mieux possible quand il y a du mensonge dans l'air. Donc, ce que je vous ai donné des pistes là, hein, c'est de dire j'observe ce qui est, j'observe ça, ou moi j'ai vécu ça, ou ça m'a blessé, enfin j'ai vécu par exemple une infidélité, là, moi j'ai vécu que ça m'a blessé, je me suis sentie trahie, dadidada, et je t'entends me dire ça, je t'entends me dire que non, c'est pas vrai, que tu n'es pas sorti avec, tu n'as pas été à l'hôtel avec la collègue, machin, et tu me dis que ce n'est pas vrai. D'accord. Alors prends le micro. Ouais. Le questionnement, à quelle heure es-tu sorti du bureau? Ouais, c'est ça. Tu as vu un film, c'était quoi le film, ouais, etc. Ça. Tu questionnes à mort, quoi. Et la prochaine fois, il ne te le fera plus. Donc, plutôt que de faire ça, tu peux lui dire, tu vois, plus simplement, tu dis, je t'entends me dire que tu n'es pas allé au restaurant avec elle ou à l'hôtel avec elle, mais moi, j'ai entendu le contraire, oui. Tu vois, sans jugement. Mais l'idée, c'est de ne pas avoir du jugement. Et de dire ensuite, et moi, je me sens interrogatif par rapport à ce truc-là, parce que je m'interroge, quoi. Je suis pas... Oui. Voilà. C'est plutôt intéressant, quand vous communiquez à l'autre sur ces histoires de mensonges et que vous présagez qu'il y a du mensonge dans l'air, d'être plutôt en contact avec votre besoin qui n'est pas nourri, que d'être à la source de ce que je sens qui est désagréable pour moi, plutôt que d'être branché sur lui, c'est un menteur, c'est mal, il me l'a fait à l'envers. Tu vois ? C'est quand même plus intéressant parce que vous parlez de vous, au lieu de parler sur l'autre. Et déjà dans l'accusation. Et vous n'obtiendrez que des systèmes de défense sur pattes. Vous n'aurez que de la défensive en face. Si vous commencez à jouer à l'inspecteur mène l'enquête, l'autre, il commence à vous trouver suspect. Tu vois, il ne va pas te dire, il dit c'est louche, qu'est-ce qu'elle veut ça ? Elle veut me contrôler. Donc, ou il veut me contrôler. Donc des fois ça marche, mais des fois ça ne marche pas. Donc ça fait le coup du flicage, ça fait fuir. L'autre, il s'enfonce dans le mensonge. En général, c'est comme ça que ça se passe. Donc si vous êtes plus, c'est un peu niais comme truc quand même, hein, pour dire, en général, vous obtiendrez plutôt du mensonge. Mais si vous parlez plutôt de, voilà, je suis interrogative, je me questionne, moi je ne sais pas trop, j'aimerais bien y voir plus clair, tu vois. Et là, tu laisses un espace ouvert. Mais ce qui est frustrant, franchement, dans les mensonges, c'est que
moi, c'est plus le fait qu'on me mente qui m'embête qu'il est vraiment une maîtresse, en fait. S'il a une maîtresse, ben, il a une maîtresse. Et après, ben, je vois, soit je suis très peinée, je ne peux pas rester, je m'en vais. Soit, bon, ben voilà, une infidélité, voilà, c'est comme ça. Il a du désir pour quelqu'un d'autre, allez, j'accepte. Donc je reste, ok. Mais c'est le mensonge, moi, qui me détruit. C'est même pas la tromperie. Mais parce que dans ton histoire et ton parcours, tu as une sensibilité sur la blessure de la trahison. Ah oui, donc c'est ça à travailler ou pas. Mais du coup, toi, ça te colle direct. C'est un stimulus. C'est direct un jugement moral. C'est mal, c'est une mauvaise personne. C'est ça qui va te coincer. Parce que du coup, tu vas être assez peu... on voit bien, tu vois, on a vu que, par exemple, le gentil garçon ou la gentille petite fille va avoir beaucoup de mal à pas mentir. Il va mentir en tronquant des éléments. Et même lui, il se raconte que ça va bien. Quand tu dis « ça va ?» Oui, tout va bien. Bon, enfin, ça va pas, mais tout va bien. Donc, tu vois, il ne fait pas exprès. Ça, c'est un exemple. Non, mais tu ne peux pas parler sans le micro. C'est pas possible. Je me dépêche. En fait, excuse-moi. C'est qu'en fait, moi, je suis arrivée à me dire, je suis une grande jalouse. Mais bon, j'ai beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, je suis en train de me dire, chacun sa vie. Tu es avec quelqu'un, il a le droit de faire ce qu'il veut. Maintenant, t'acceptes pas, c'est ton problème. Mais tu peux pas reprocher à quelqu'un d'aller voir ailleurs ou quoi que ce soit. Il fait juste sa vie. Donc, il prend soin de lui. Voilà, quand tu dis il fait sa vie, il prend soin d'abord de ses besoins. Voilà, avant du contrat d'exclusivité, s'il y en a un. Oui. Tu respectes. Voilà. Maintenant, j'en suis là. J'en suis à me dire, autant qu'on soit un couple libre, chacun fait ce qu'il veut, en fait. Enfin, les limites, comme vous dites. Ça, c'est le contrat que tu mets avec l'autre. Donc, c'est à toi de négocier le contrat. Voilà. Mais il m'a fallu longtemps. C'est bien. Alors, je voulais juste dire que vas-y. Par rapport à ce qu'elle disait au niveau de la tromperie ou des choses comme ça, dans le sens, moi, c'est pas... Moi, je dis, en fait, tu as le droit de faire ce que tu veux. L'autre, il va me dire, ben non, je veux qu'on soit un couple, voilà, qu'à deux, etc. Ok, on met des limites. Mais c'est là, il me trompe. Du coup, puisqu'il trompe, il casse le contrat, en fait. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est pas qu'il aille voir ailleurs, c'est que lui, du coup... il s'autorise un truc, mais moi, j'ai pas le droit, en fait. Ça, du coup, il n'y a pas l'équilibre, en fait. Clairement. En fait, à la limite, tu vas aller voir ailleurs, à ce moment-là, on ouvre le couple et tu fais ce que tu veux. Et moi aussi, en fait. Moi, je vais plutôt me dire, il y a un problème d'équité, de trucs. Tout à fait. Lui, il fait et pas moi, en fait. Du coup, moi, je me restreins et lui, non, en fait. Du coup... oui. Voilà, ça part plus un peu comme ça dans mes... je comprends, c'est logique. Lui, là, plus que moi, quoi, en fait. Oui, surtout si c'est un homme, genre, lui s'autorise d'en avoir plusieurs, c'est un harem et moi pas, en tant que femme, ça va pas le faire. Donc, je comprends que tu puisses te poser ces questions-là. D'ailleurs, ça fait partie, ce type de mensonge, qui, en général, lui, c'est pour se préserver, à mon avis, pour prendre soin de ses besoins à lui, avant de respecter le contrat d'exclusivité qui a été posé ensemble. Ça peut être des moments de remettre sur le tapis les contrats couples. Là, effectivement, si tu veux être à égalité... comme ça, où ils vont dire, non, je veux pas. Ils s'autorisent, eux. Et du coup, c'est là où moi, ça va pas, en fait. Ça va pas marcher longtemps, ton truc. Tu vas pas lui dire, toi, tu t'autorises et pas moi. Enfin, je suis pas sous le voile. Donc, je vais pas accepter ça très longtemps. Dire, non, moi, je ne veux pas. Je veux que ça va être un couple machin. Et au final, ils vont voir ailleurs, etc. De temps en temps ou quoi. Et toi, t'as pas le droit, en fait, parce que t'as cru à son mensonge, en fait. Et c'est là où moi, j'aime pas ce côté-là. Le jour où tu découvres... Le jour où tu le sais, tant que tu le sais pas, tu sais pas. Mais le jour où tu sais... C'est le jour où je sais que là, je suis pas... Ah oui, mais tout à fait. Ça m'embête à ce point-là, dans le sens, lui, il n'autorise pas moi, quoi. Je comprends. D'où l'intérêt de remettre sur le tapis le contrat d'exclusivité. Donc, quand il y a... Et c'est là où je ne comprends pas pourquoi eux, ils sont... Mais là, tu parles des hommes, il y a des femmes qui font ça, je t'explique. Il n'y a pas que des mecs qui font ça. Non, mais dans le sens, eux, je parle d'eux, oui, parce que je suis une femme, mais c'est pareil pour le reste. Mais dans le sens, alors, la personne en face peut se permettre des choses et mentir. Non, je ne sais plus ce que j'allais dire, c'est pas ça que je voulais dire. J'ai oublié. Oui. Oui, parce que moi, je connais pas mal de femmes, et notamment qui font exactement la même chose que les mecs, qui s'autorisent en sous-marin et qui n'affichent pas ça devant leur mari parce qu'elles veulent préserver le mariage et qu'elles sont bien avec leur mari, donc elles n'ont aucune envie de faire tout exploser. Donc il y a autant de femmes que d'hommes qui font des trucs en sous-marin, je t'explique. Oui, mais quand l'autre te dit que c'est possible si tu as envie et que là, voilà, il dit non, en fait...
En fait, c'est là où pourquoi lui, il se l'autorise à lui, mais pas à l'autre, en fait. Ça veut dire, c'est quoi qui... Mais c'est prendre soin de soi. C'est je veux pas... Il veut pas partager, il veut quoi? Bah, c'est-à-dire que quand tu te caches, tu t'es mis en contrat d'exclusivité alors que ça ne t'arrange pas tant que ça, quelque part. Tu vois, ça parle de ça. C'est oui, bon, bah, faut le faire, donc je le fais, mais quelque part, ça m'empêche d'être libre. Ça. Il décide, la personne décide ça. Oui, et au final, lui, il a mais pas... c'est une non-clarté sur... en fait, ça ne me plaît pas tant que ça. Je veux bien de l'exclusivité pour elle, je veux bien qu'elle soit exclusive pour moi, mais moi, ça ne m'arrange pas. Donc, je me mens à moi-même, c'est un des plus gros mensonges, c'est je me mens à moi-même, comme quoi ce contrat d'exclusivité pour nous deux me correspond. En fait, ça ne me correspond pas. C'est pas vrai. Mais je ne veux pas me l'avouer, parce que si je l'avoue et que je dis d'emblée à cette nana que je sais plutôt exclusive, je vais me prendre un râteau. Non, c'est là où je te dis que si Alors, reprends le micro. C'est là où je te dis, du coup, si la nana, elle te dit, ben non, moi, qu'on soit un couple, viens, on décide tous les deux, on est ouvert ou pas ouvert. Non, l'autre décide, non, on n'est pas ouvert. Ok, on n'est pas ouvert, mais là, il se permet d'aller... lui ouvrir de son côté, mais parce qu'on se ment à soi-même. Mais oui, mais c'est là où je comprends pas pourquoi lui il s'autorise que à lui, mais pas à l'autre. Mais parce qu'au départ, au départ, quand tu rencontres quelqu'un, ça dérange pas la personne en fait. Mais quand tu rencontres quelqu'un, d'abord tu es plein de bonnes intentions, en veux-tu, en voilà, tu as envie que ça se passe bien, tu as envie que ça se mette de la confiance, tu as envie que l'autre approfondisse, qu'il reste sur toi. Si tu commences à l'affoler avec un pacte ouvert, sauf dans les milieux polyamoureux, qui là c'est normal, mais sinon, tu fais fuir tout le monde. Donc, du coup, en termes de stratégie, souvent, c'est évalué comme une stratégie inopérante. Donc, tu te dis, il vaut mieux que je mette toutes les chances de mon côté en parlant d'exclusivité. Et je me mens à moi-même parce que je n'ai pas envie de voir la part de moi qui a envie d'être libre, peut-être dans 1 an, 2 ans, peut-être là tout de suite, je suis au taquet, donc je n'ai pas de raison de dire que j'irai voir ailleurs. Mais dans 6 mois, 2 ans, 3 ans, je n'anticipe pas que les choses seront différentes et que peut-être j'aurai envie d'être libre, tu vois. Donc pour plein de bonnes raisons, je prends soin, on revient sur les fonctions du mensonge, je prends soin de mon image, je prends soin d'abord de moi, je veux préserver la relation parce que je ne suis pas en sécurité. Et souvent, je me mens à moi-même. Sur le moment, ça n'apparaît pas, ces histoires de... Au début, ça n'apparaît pas souvent, ces trucs de... Comme on est hyper amoureux, machin, je vois pas pourquoi tu envisages déjà dans 2 ans d'avoir envie de quelqu'un d'autre. Ça apparaît plus tard. On évolue, quoi. Bah, on bouge sans arrêt. On est des êtres mouvants. On n'arrête pas de changer d'avis. On n'est pas clair et cohérent. On dit un truc qui est sincère sur le moment, là, parce qu'on dit oh oui, on y veut, on y croit, oui, c'est super, le mariage exclusif, machin, tout ça. Et puis, il y a une part de nous qui peut se dire en même temps oui, mais enfin, bon, j'exagère un peu, mais bon, c'est pas grave, on y croit, on y croit. Et voilà, on peut se leurrer aussi soi-même, tu vois, on peut se raconter des cracks. Donc voilà, après, l'intérêt de ces affaires-là, c'est quoi? C'est que ça me remet carte sur table. C'est-à-dire, ça remet les points sur les i sur où on en est maintenant. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible? Est-ce qu'on ouvre, on ferme, Voilà, si tu veux être à égalité avec l'autre, tu lui dis, bah écoute, t'es bien gentil, mais enfin, si toi tu te l'autorises, moi aussi. Ou sinon, personne ne se l'autorise. Puis ça s'arrête là. Donc tu refais un contrat. C'est comme ça qu'on avance. Hein. Et donc, oui, tu refais un avenant sur le contrat de départ. Moi, je pense que les personnes auxquelles tu penses, qui disent on va être exclusif, et qui ne sont pas de leur côté, c'est juste des jaloux. Ils sont jaloux, ils ne veulent pas que toi, tu sois avec quelqu'un d'autre. Et comme ils pensent, et avec raison, que s'ils te disent toi tu peux pas mais moi je peux, tu vas pas l'accepter, ils disent toi tu peux pas mais moi non plus, tout simplement, parce qu'ils veulent pas que toi tu le fasses. Donc il y aura jamais, si tu leur proposes d'être libre, ça va pas les intéresser parce qu'ils veulent pas que toi tu sois libre. Et il y a beaucoup, c'est classique. Ça c'est un vrai classique du genre. C'est beaucoup plus facile quand tu es un peu jaloux de toi t'autoriser ce que tu veux et de ne pas laisser l'autre, que ce soit un homme ou une femme. Ce qui est important pour lui à la base, c'est que toi, tu n'ailles pas voir quelqu'un d'autre. Et donc, ils font le compromis de te dire « moi non plus ». Et même à la base, ils ont peut-être déjà, pas qu'ils aient envie ils se l'autorisent déjà dès le départ. Et ils te demandent pour que toi, tu l'acceptes de ton côté. Mais ils n'accepteraient jamais que toi, tu le fasses. Quoi qu'il en soit. Ça, c'est possible. Donc, mais ce qui est important, c'est d'en parler. C'est-à-dire, au moment où il y a, que tu es averti du mensonge, tant que tu ne le sais pas, mais le jour où tu le sais, bah, du coup, ça permet de remettre carte sur table.
de dire, bon, qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK. Effectivement, la jalousie, c'est beaucoup plus facile d'être jaloux de l'autre que pour soi-même. Hein. Ça, c'est franchement, pour ceux qui l'ont vécu, moi, il n'y a aucun problème. Hein. Moi, je ne suis pas jalouse quand c'est moi qui le fais, aucun problème. Je peux m'autoriser tout ce que je veux, moi, ça ne me fait aucun problème. Mais quand je tiens à quelqu'un, quand on est attaché à quelqu'un, c'est difficile de ne pas avoir de jalousie. Quand tu n'es pas attaché, tu partages tout ce que tu veux, il n'y a aucun problème. Hein. Il ne faut pas s'attacher. Il ne faut pas s'attacher. Oui, Après, il y a des personnes qui ne sont pas jalouses, mais ça, chacun son profil de personnalité. Bah, il y a de tout sur Terre. Moi, je ne suis pas donc, jaloux, on peut par pas, exemple. voilà, donc il y a de tout, on ne peut pas parler, bon, on peut parler que pour sa gouverne. Mais c'est sûr que quand il y a de la possessivité ou de la jalousie, bah, c'est compliqué, ça complique l'affaire. Maintenant, ça ne veut pas dire que la personne est mal intentionnée. Elle veut préserver son couple, d'accord ? Donc c'est important que vous sortiez de ce truc, c'est bien, c'est mal, c'est mal, c'est bien. Parce qu'on est tous différents déjà. Il y en a qui sont jaloux, il y en a qui ne sont pas jaloux, il y en a qui ont peur de perdre, il y en a qui n'ont pas peur de perdre. Parce que c'est aussi beaucoup la peur de perdre. L'abandon et machin comme ça. Mais le plus important, c'est... Le plus important, c'est aussi de comprendre, je pense qu'on était tout à l'heure dans la compréhension, comprendre les autres, essayer de comprendre pourquoi est-ce que la personne elle est jalouse. Voilà, jalouse ou pourquoi elle ment. Parce que là, on n'est pas sur la jalousie, on est sur le mensonge. Quand tu arrives à te transposer comme ça, essayer de comprendre pourquoi la personne est jalouse, pourquoi elle ment, ben, tu commences à essayer de savoir un petit peu quelle est la véritable nature de la personne. Exactement. Au final. Moi, souvent, je disais à ma compagne, quand j'en avais une, que je suis libre, je fais ce que je veux. Et tu vois, ça, c'est tout le temps mal perçu. Ça veut dire que je peux aller voir ailleurs, mais ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je suis libre d'être avec toi, d'être en couple. C'est quelque chose que je fais en toute liberté. Et si ça ne me plaît pas, je m'en vais. Mais honnête dès le départ. Voilà. Sur le contrat, c'est bien. Mais c'est toujours mal perçu. Bah... Très mal perçu. Et j'ai également par rapport à la jalousie, quand je te dis que je ne suis pas jaloux, la mère de mon fils était une très très belle femme, elle avait quasiment tous les 2-3 jours un mot sur son pare-brise, et j'ai jamais été jaloux et je n'étais pas jaloux. Pourtant j'avais des raisons de l'être, mais après c'est une question de nature, peut-être de confiance en soi aussi qu'on peut avoir. Et puis je me suis toujours dit que c'est pas parce que tu as pisté quelqu'un ou l'observer les pieds que tu l'empêcheras d'aller voir ailleurs au final. Ouais. Okay. Alors je ne voudrais pas qu'on déborde sur la jalousie, c'est un autre sujet. On est sur le mensonge, donc on va rester sur le mensonge. Merci pour ces exemples de mensonges. Là on est sur le mensonge par jalousie, mais bon. Oui. Tu veux dire quelque chose ? Je voudrais vous demander, en fait, l'exclusivité dans un couple. Mais on est reparti sur ce thème. C'est pas mon sujet du soir. Hein. C'est un leurre, quoi. Non, pourquoi ? Parce que toi, tu es branché mensonge. Donc, tu es branché trahison. C'est-à-dire, tu es dans le... Enfin, on évolue tout le temps. Non, alors, dans le schéma... Alors, attention... tu ne peux pas poser une généralité parce que tu es en train d'affirmer une vérité. Donc ça, c'est juste pas possible. Ça parle de ton schéma méfiance-abus que j'ai travaillé la dernière fois que tu écouteras, où tu te méfies beaucoup et tu as une espèce de biais cognitif qui se balade, qui est une croyance rigide qui est forcément, à un moment donné, l'autre trompe. L'autre parle, l'autre ment. Bon, voilà, mais ça, c'est un truc à toi, ça t'appartient. Donc, je répète, les causes du mensonge. L'embarras, je suis gênée, tout ça pour maintenir une bonne image de moi, qui est le résultat de j'ai peur de dire la vérité, sinon je ne vais pas être je vais pas être reçue. Se faire valoir, répondre aux critères de réussite. Pour réussir mon premier rendez-vous, vaut mieux dire des tas de trucs faux, comme ça au moins je suis plus sûre de plaire. Ou par charité aussi, ou pour vendre quelque chose. Voilà, donc il y a plein de causes du mensonge et c'est intéressant de le voir. Je voudrais faire un point aussi sur les états du moi en analyse transactionnelle et le mensonge. Rappelez-vous, il y a l'état du moi parent, adulte et enfant, hein, les 3 états du moi à l'intérieur de nous. Donc le mensonge, quand on est dans l'état du moi parent, on peut mentir en adoptant un comportement autoritaire ou protecteur. Par exemple, un parent protecteur, c'est pour éviter de blesser quelqu'un. Si j'ai beaucoup de parents protecteurs dans ma personnalité, ben, je vais avoir tendance, pour prendre soin de l'autre, de ne pas le blesser, d'être gentil, de ne pas être méchant, d'être une bonne personne, de lui donner des petites caresses gentilles. Et donc, je ne vais pas critiquer, juger. Voilà. Hein, voilà. Donc ça, c'est parce que j'ai un côté protecteur
Et ça, ça apparaît dans un état du moi qui est fort chez moi. Il y a beaucoup de place chez moi. Je veux faire du bien autour de moi. Je veux couver, je veux protéger, je veux mettre les gens bien à l'aise, etc. Bon, voilà. Si vous êtes dans l'état du moi enfant, que vous avez beaucoup plus d'état du moi enfant, le mensonge, c'est en général, ça émerge de la peur. Parce que j'ai peur, je mens. On l'a vu, hein. Parce que j'ai besoin d'être approuvé, hein, par besoin d'approbation, de reconnaissance, ou parce que j'ai besoin de jouer un rôle, de jouer une posture, un masque, etc. Alors, je vais mentir, par exemple, pour éviter d'avoir une punition, ou pour ne pas être grondé, ou que tu ne te fâches pas, voilà, ou par peur de déplaire, ou par provocation, par jeu. Ça, c'est aussi, j'ai envie de jouer, donc je vais raconter des conneries. D'accord? Donc, voilà. Mais c'est intéressant de voir de quel endroit ça part. Est-ce que je suis avec quelqu'un qui a plutôt un fort état du moi parent, donc ça va être plutôt, je vais mentir pour te protéger, ou ça va être à partir de l'état du moi enfant qui part de la peur. Et là, entre les deux? C'est l'état du moi adulte. Donc, si c'est dans l'état du moi adulte, en général, on cherche des faits et la vérité. Et donc, s'il y a un mensonge, c'est souvent calculé, réfléchi, motivé par un objectif rationnel. On le voit dans le commerce. Voilà, il va y avoir des stratégies pour mentir à partir de faits ou en politique, etc. C'est beaucoup plus rationnel. Voilà. Bon, donc c'est intéressant de le voir comme ça. On voit aussi que quand il y a mensonge, il y a jeu psychologique, c'est-à-dire persécuteur, victime, sauveur. Et donc c'est pour maintenir un rôle, soit de me maintenir en victime, soit de me maintenir en sauveur ou en persécuteur. Donc souvent, jeu psychologique et mensonge vont de pair. Et puis on tourne dans des jeux comme ça pour éviter la vérité et les responsabilités et les conséquences de se maintenir en vérité. Parce qu'on peut avoir peur de perdre vraiment la relation à l'autre. Et quand on est dépendant affectif, on a très peur de perdre. Donc on peut mentir, rementir, mais mentir sur plein de choses, pas que sur des histoires d'infidélité. On peut mentir sur des conneries, quoi, sur vraiment le ménage, je sais pas, n'importe quoi, l'argent, enfin des trucs anecdotiques qui sont vraiment pas graves, quoi. Mentir sur je suis allée passer 1 heure avec ma copine, non, c'est grave, hein, je vais pas lui dire. Des fois, c'est vraiment des petits mensonges. Il y a des gens qui acceptent... tu prends le micro. Pardon, il y a des gens qui acceptent ces personnalités sans problème? Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand tu n'as pas de sensibilité particulière à la trahison, tu vas plutôt être empathique et excuser. Il y a même des personnes qui sont tellement attachées à l'autre qu'elles vont tout comprendre. Je vais vraiment comprendre ce pourquoi tu n'as pas voulu me dire, parce que j'ai compris que tu voulais être sympa avec moi et que, oui, pourquoi pas, tu as le droit d'être libre, par exemple, ou je comprends que là, tu ne dises pas tout parce que tu as envie de me plaire, ou toi, il va y avoir une surempathie qui fait que je suis tellement attachée que je vais tout... Il n'y a aucun... Tellement dépendante. Voilà. Accepter tout. Ouais, exactement. Moi, ça me fait penser à ce qu'on peut accepter d'un enfant. C'est-à-dire que moi j'ai un grand ado de presque 18 ans qui ment comme il respire. Tout le temps. Et je suis jamais en colère contre lui parce que je sais que justement c'est parce qu'il a l'impression qu'on va pas l'accepter s'il se montre comme il est, etc. Très bon exemple. Donc ça me fait pas, je me vois pas faire ça parce que peut-être que je pourrais jamais aimer un homme autant que j'aime mon fils, hein, mais je sais que c'est jamais pour... C'est parce qu'il ment parce qu'il a peur de ne pas être accepté. Oui, c'est ça, tu comprends, tu es empathique. Et pas pour... faire du mal. Rarement pour obtenir en plus ce qu'il veut. Hein. C'est parce que il a l'impression que s'il dit vraiment ce qu'il a fait, les gens vont lui tomber dessus, vont plus l'aimer. Ouais, gronder, c'est très punir, important pour lui. C'est l'image. Et même des fois, on lui prouve que finalement, en disant la vérité, c'est pas si grave. Mais c'est vrai, je ne pourrais jamais être en colère contre lui. C'est l'amour inconditionnel de la maman qui parle, là. Ah oui, non. Et tu vois, quand... Pour un homme, ça se passe je sais pas, ce que je ressens pour mes enfants, c'est... l'amour inconditionnel, chose, hein. c'est souvent plus C'est compliqué autre chose, avec hein. nos partenaires de vie. Mais ceci dit, voilà, il y a des gens qui sont plus facilement dans l'ouverture
que d'autres, parce qu'elles n'ont pas les mêmes Peut-être parcours. que j'ai pas rencontré quelqu'un que j'aimais comme ça, quoi. Mais c'est vrai que qui mente, je trouve que c'est quand même pour lui, c'est embarrassant. Ça peut être un travers parce que ça le rend pas heureux de mentir tout le temps et d'avoir plein de gens autour de lui qui le connaissent pas parce qu'il leur ment. Mais je vais pas être en colère pour ça, jamais. Voilà. Donc il n'y a pas de blâme, mais parce qu'il y a de l'empathie. Et l'empathie, c'est, je comprends que ça part d'une peur de son état du moins enfant, et c'est la peur de maintenir une mauvaise image ici. Et comme beaucoup d'ados qui ont une image une confiance en eux qui est complètement dévastée ou abîmée, ou l'identité pas claire. Donc c'est normal que, si tu veux, à cet âge-là, ce soit pas terrifique. Voilà. Donc après le problème. Il peut être un adulte menteur. Oui, mais le problème, c'est pas ça. Il sera menteur s'il prend confiance en lui, oui ou non. De toute façon, on ne connaît pas son parcours. Ça ne présage de rien. Ça pointe juste qu'à l'heure actuelle, ben oui, pour maintenir une bonne image et ayant une très mauvaise image, tu commences à raconter des cracks parce que tu n'as pas le choix, tu n'arrives pas à faire autrement. Bon. Exemple très vraiment, il attend que sa grand-mère meure pour sortir du placard dans la famille. Parce qu'il pense que sa grand-mère, et c'est possible en plus, hein, que sa grand-mère l'aimera plus si elle sait qu'il est homosexuel. Tu vois, par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, donc pour ne pas être jugé, pas être rejeté, en fait. Voilà, rejeté. Et donc, du coup, il ne peut pas être, évidemment, comme il voudrait avec elle, et je pense qu'il attendra qu'elle soit morte. Hein. Ok, bon. Et il ne lui dira jamais, non. Ok, bon, on voit des choses comme ça, c'est intéressant. Donc, c'est des exemples. Lui faire de peine. Aussi. Je pense qu'il a peur qu'elle fonction du mensonge ici pour préserver une bonne image. Parce que j'ai peur du rejet et que je suis persuadée, j'anticipe que si je dis la vérité, je suis persuadée que ça ne passera pas. Je ne pourrai pas être aimée pour qui je suis. Peut-être qu'il ne veut pas lui faire de peine, j'insiste là-dessus, parce que moi j'ai eu un grave accident de moto et j'ai été pendant 15 jours dans le coma. Et quand je me suis réveillé du coma, j'étais content que mes parents soient morts, parce que j'aurais pas voulu que mes parents me voient dans cet état-là. Ouais. Donc, et oui, donc toi, c'est parce que toi, tu as ton truc de ne pas faire de peine, de ne pas blesser les autres. Oui. Donc, je ne voulais pas que mes parents me voient dans cet état. Oui. Alors qu'il y en a d'autres qui n'ont pas ça et qui ne se feront pas ce type de réflexion. Donc on voit que on parle du scénario de vie. En analyse transactionnelle, je continue mon histoire, là, je développe. Ça peut être un script scénarique. On voit les scripts scénariques qui sont différents. Ici, je vais maintenir une bonne image et je préfère mentir. Pour ne pas faire du mal aux autres. Et ici, ça peut être aussi pour être aimé, non, mais lui, pour ne pas être rejeté. Enfin, c'est quelqu'un d'extrêmement... Il est brillant ici, mais il trouve ça inadmissible que sa grand-mère puisse le rejeter pour son homosexualité. Il trouve ça inadmissible. Donc, il a quand même une colère contre elle rentrée, mais dans la balance entre la perdre complètement et puis rentrer, parce que ce serait plus rentrer en conflit que lui faire du mal, il préfère pas lui dire. Mais s'il lui disait et qu'elle réagissait mal, ce serait pas la peine qu'il lui fait, mais le fait qu'elle disparaisse de sa vie, quoi. Le problème, c'est qu'il fait une supposition qu'elle va mal réagir, et en fait... Passe le micro. Ouais. C'est une supposition. En fait, là, il suppose qu'elle va mal réagir s'il le lui dit, mais factuellement, il ne sait pas comment elle va réagir. Et moi, ça me fait beaucoup penser à ma famille. En fait, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup des cachotteries sur l'état de santé par exemple, mon oncle, il a fait un infarctus. Et il ne fallait pas le dire à son fils. Il ne fallait pas le dire à ma grand-mère. Et on se retrouve avec des trucs. Il ne faut pas dire à ma grand-mère qu'elle a un cancer de l'estomac. Bah, elle est partie. Ça devient un peu délirant. Ouais. Ça devient excessif chez vous. Ouais. Tout est caché parce qu'on a peur de faire mal à tout le monde, c'est ça? C'est un peu ça. Il faut protéger. Et donc ça devient un peu... Il y a vraiment une falsification de la réalité, quoi. C'est pour protéger. Les fameux secrets de famille. Donc on voit que les émotions... Alors, attendez, je reprends le micro. Les émotions associées, c'est la peur, la culpabilité. Tu vois, c'est quand même ici la peur de faire du mal aux autres. Voilà. La culpabilité, ou ça peut mentir aussi par soulagement. C'est-à-dire, voilà, on peut être soulagé de mentir parce qu'on ne va pas faire de mal à un tel ou
Mais là, effectivement, dans ton exemple, non, mais- c'est je me mets à la place de la grand-mère et je subodore. Et on subodore tous, hein, parce que c'est quelqu'un qui fait le vide dans sa vie avant de partir de tous les gens qui lui conviennent pas au point à la virgule près. Donc cette chose-là, hein, c'est comme si elle apprenait, bon, je veux pas dire que c'est un monstre ma mère, mais si elle apprenait qu'il a des origines sénégalaises ou quoi, elle l'enlèverait de sa vie, point barre, parce qu'elle veut vraiment que les gens soient point par point correspondent à ce qu'elle veut. Oui, donc il n'a pas tort. Donc, non, il n'a pas tort. En se disant, je ne vais pas lui dévoiler mon homosexualité. Il n'a pas tort parce s'il qu'elle veut va pas aimer. garder, s'il veut garder un lien avec elle, il n'a pas tort. Il faut lui cacher ça. Mais bon, du coup, voilà. Donc après, on voit. Il pourrait choisir de couper les ponts avec en étant ce qu'il est, hein, mais alors, c'est pour ça. Alors, pas de jugement moral. Attendez, donc c'est intéressant de voir les raisons, les motivations profondes. Là, dans cet exemple, il ment, mais parce qu'il se protège, parce qu'il veut garder le lien à sa grand-mère. Maintenant, s'il n'en a rien à foutre du lien à sa grand-mère, il lui balance la vérité. D'accord ? Donc, c'est intéressant de voir, mais pourquoi ? De quel endroit ça part ? Tu vois ? Donc, dans des profils sensibles à la trahison, il y a on me ment, c'est fini. Et donc, bon, après, ça ne veut pas dire que tu dois accepter, hein, mais c'est intéressant de voir, mais d'où ça part. Je ne suis pas méchante, je suis empathique et tout, je suis auxiliaire de vie, enfin voilà, je suis très empathique justement. Mais par contre, c'est vrai que moi, c'est le contraire. Au niveau de la vérité, c'est malheureux, mais je préfère être tranchante et dire la vérité, même si ça va blesser. Mais au moins, oui, mais c'est ton profil de personnalité qui fait ça. C'est pas, c'est le schéma méfiance-abus. Ça ne fait pas de moi une méchante. Ou... Mais parce que c'est ton jugement de valeur. Alors, on ne va pas tergiverser sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Il y a une forme de cruauté. C'est cruel. Ok. Ouais, mais au moins, je suis honnête avec moi-même, je dis la vérité. Oui, alors... non, mais attendez, lâchez le micro, 2 minutes. Parce que là, on ne s'entend plus. Alors, lâchez-le. Donc, c'est pas le problème de... Il n'y a pas de jugement de valeur si ton profil de personnalité, c'est je milite pour la vérité. Bon, voilà, là je voudrais vraiment vous extraire de ce truc. C'est ton profil qui fait ça, c'est pas toi. Tu n'as pas le contrôle sur ton profil et tu n'as pas le contrôle sur ton profil. Et l'histoire de ton fils, il n'a pas le contrôle sur là où il en est maintenant. Parce que... Voilà, c'est ça. Donc comprenez plutôt de quel endroit ça part que vous militez pour la vérité, ou que vous êtes plus empathique, ou que, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir quel processus se joue derrière, avant d'arriver avec vos gros sabots de je crois à ma vérité, ce que je dis c'est vrai, il faut faire tous comme moi, c'est comme ça. Donc la fonction du mensonge, je répète, on a l'impression qu'on va se protéger, on protège son jardin secret, on pense qu'on va conserver l'estime de celui que l'on trompe. Par exemple, c'est bien le cas avec sa grand-mère. Il va nous croire ou il ne faut pas qu'il s'en rende compte, qu'elle s'en rende compte. On ment par peur ou pour se protéger. Et donc, c'est pour ça qu'il faut écouter ce que dit le menteur. Il faut écouter le menteur qui livre quelque chose de beaucoup plus profond, qui fait de son mieux dans la situation. Et au fond, c'est peut-être sa seule solution. Même s'il sait que ça peut lui faire du tort. D'ailleurs, à mon avis, dans ton exemple avec ton fils, il doit savoir que c'est peut-être pas une bonne idée de mentir, mais il n'a peut-être pas les moyens de faire autrement. Parce qu'il veut absolument, il y a un conflit intérieur entre une part qui veut absolument garder le lien à sa grand-mère et une part qui aimerait tellement dire et assumer qu'il est homosexuel. Donc il y a un conflit, tu vois. Voilà. Et donc, on comprend ici la fonction du mensonge qui est le plus important. Donc, les différents types de mensonges. On peut se mentir à soi-même, comme je l'ai dit. On peut faire des erreurs d'appréciation. Je fais une erreur, mais je suis sûre que j'ai vu ça. Et après, j'ai du mal à revenir sur ce que j'ai vu parce que je me suis trompée, j'ai peur d'être jugée une fois que je me suis trompée. Bon, voilà. Oui, c'est l'ego, l'image, toujours pareil, on veut tenir une bonne image. Je peux rajouter des choses, je peux inventer, je brode. Ouais, c'est le côté un peu mythomane, hein, je raconte des... Enfin, il y a une réalité, puis je brode autour, hein, je mets un peu, voilà, j'invente par mes connaisses et pour en mettre plein la vue. Ou falsification, je change les choses pour mettre ce qui m'arrange, donc je tronque la réalité. Ou affabulation, mythomanie, c'est la pathologie, c'est vraiment, je ne suis même pas conscient de ce que je fais, je raconte n'importe quoi, mais c'est vraiment pathologique. Il n'y a pas de conscience du
Non, là, je suis même pas conscient. Je peux pas m'empêcher de... C'est la grandiosité, c'est un peu du délire, quoi. Voilà. Parce que j'ai tellement besoin d'être reconnue, vue, etc. Donc, j'affabule, quoi. Et à aucun moment, il n'y a même pas... Alors, non, c'est pas... Ah ouais. Quand il y a de la pathologie, là... Tu ne sais pas que tu ne dis pas la vérité, là. Tu ne sais même pas que tu tronques la réalité. Tu es parti dans autre chose. Alors, quand il y a du mensonge, l'enfant libre en toi, l'enfant spontané en toi est réprimé. Parce que tu mens pour te protéger. On l'a vu, c'est la fonction du mensonge, c'est la protection. Donc, quand c'est le cas, l'enfant effrayé en toi, souvent à force de mentir, ou va faire des cauchemars effrayants. Et quand je lui dis « mais tais-toi, tu n'as pas le droit de dire la vérité, il ne faut pas dévoiler la vérité, etc. » Quand je réprime quelque chose de l'ordre de la pulsion, de l'enfant libre, ça peut sortir dans un gros truc. On pense à la somatisation souvent. Donc à force de cacher un machin qui est grave pour moi, parce qu'il y a une partie, par exemple dans ton exemple, je veux quand même dire la vérité parce que c'est important d'assumer mon homosexualité, j'aimerais bien être libre de ça, mais à force de mentir, de rien, et bien à un moment donné, la pulsion dans l'enfant libre, j'ai envie d'assumer, ça peut faire un gros truc. On ne sait pas quoi, mais c'est pas terrible de continuer de mentir parce qu'on réprime son enfant libre. Mais il peut y avoir l'injonction, ne fais pas de vagues, ne te fais pas remarquer, sois conforme, sois respectueux, n'aie pas de plaisir. Donc il y a souvent un interdit à mentir dans la famille. Hein. Il peut y avoir un interdit à mentir qui fait que ça fabrique les menteurs. J'ai pas le droit de faire, donc je vais mentir. Il y a de la survie. Quand l'enfant devient menteur, en grandissant, on apprend à faire la tarabistouille. Donc ça commence comme ça, parce qu'il y a du danger. Donc plus il y a du danger, plus on ment. Plus on apprend à mentir. Vous comprenez le truc? Plus il y a d'interdits, plus c'est dangereux de mentir, plus on me gronde, plus on me punit, ou plus on voit que je ne suis pas aimée quand je raconte des cracks, plus je mens. C'est comme ça que j'apprends à mentir. Ce qui explique comment il y a des gens qui sont beaucoup plus menteurs que d'autres. Vous n'avez pas compris? Alors, je recommence. Quand on est petit dans des familles et qu'il y a beaucoup d'interdits, d'accord, on apprend à cacher. On commence il y a plein de trucs qu'on ne dit pas, parce qu'en général, les enfants disent la vérité. Mais quand ils se font taper dessus, qu'ils se font gronder, qu'on leur dit « Ah, c'est pas bien, t'as volé un truc à l'école, mais c'est pas bien. » Tu vois, à chaque fois qu'on lui dit « c'est pas bien, c'est mal », eh ben, il comprend qu'il n'a pas le droit de faire. Et donc, du coup, il n'est pas con. Il se dit « je sais que j'ai pas le droit ». Donc, il y a de la survie en jeu, parce que c'est grave de ne pas être aimé de ce parent-là, parce que le pire, c'est de ne pas être aimé de ce parent-là. Donc, pour que papa et maman soient fiers de moi et continuent de m'accepter, je commence à apprendre à mentir. D'accord? Et ça commence comme ça. Et donc, plus il y a du danger de ne pas être aimé, qu'on le gronde, etc., et de perdre le lien du parent, plus l'enfant apprend à mentir. C'est comme ça que ça devient des menteurs adultes. C'est une construction. Plus il y a du danger, plus l'enfant apprend à mentir. Plus c'est dans la survie, plus. Mais c'est pas forcément comme ça. Il y a d'autres personnes qui mentent et qui n'ont pas vécu la même chose. Non, mais il y a beaucoup, souvent, il se peut, c'est possible, posez-vous la question, quand il y a quelqu'un qui ment facilement, posez-vous la question des injonctions qu'il y a eu dans le passé. Les injonctions, c'est ne fais pas de vagues, ne te fais pas remarquer, sois conforme, sois respectueux, n'aie pas de plaisir, fais que ce qu'on attend de toi, etc. Oui, parce que moi, là, je pense à nouveau à mon fils, et je pense pas, en tout cas, je pense que c'est moi qui l'ai élevé, on s'est séparés très vite avec son père. Et je ne l'ai jamais élevé dans ce... Il l'a avec ta mère. Il l'a pas avec toi, il l'a avec sa grand-mère, le problème. C'est avec la grand-mère qui doit être respectueux de la grand-mère. Ouais, mais il ment quand même tout le temps pour tout. Il ne ment pas que à sa grand-mère. Il ment dès qu'il fait la moindre bêtise, il trouve un alibi, il trouve... pour pas dire, bon voilà, j'ai oublié de vous rendre les clés depuis 5 jours, parce que j'ai oublié, oui, il a peur de se faire gronder. Oui. Mais pourtant, il n'y a personne derrière qui le grondait systématiquement quand il faisait des bêtises. Hein. Il faudrait explorer. Il y a quand même des bonnes raisons pour que... Un ancêtre, Ah non, mais il y a des bonnes raisons pour que cet enfant qui a grandi se dise « si je dis la vérité, je suis mal reçu ». Parce qu'en tout cas, je n'ai pas l'impression que ce soit moi. Hein. Ah c'est peut-être pas que toi, il n'y a pas que toi sur Terre. Hein. Oui, je sais, oui, mais bon, c'est quand même il peut y avoir quelqu'un. Oui, il y a pas que toi. Parents, ça peut être à l'école, ça peut être, je ne sais pas moi, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est sûr que si tu explores, bon, peut-être pas toi, parce que toi c'est sa mère,
Mais tu vas Parce que bon, quand vous dites comprendre que ce les parents, pourquoi si c'est moi qui l'ai élevé, il c'est est moi. persuadé que s'il dit la vérité, il n'est pas accueilli. Ça, c'est sûr. Et C'est-à-dire parfois qu'il se sent en surpris, danger. Surpris, quand, par exemple, je pense à ces histoires de clés, c'est moi qui lui dis. Il vous a oublié. Et après, il commençait à dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire? J'ai eu un accident, comment ça se fait que j'ai pas rendu cette clé? Je vais aller lui dire, mais n'importe quoi. Je dis, mais c'est pas la peine parce que moi, j'ai déjà dit que tu l'avais oublié. Et il est revenu avec un sac entier de bonbons et il n'en revenait pas que quelqu'un le crucifie pas parce qu'il avait oublié, quoi. Vraiment, il fallait qu'il invente une histoire pour justifier cet oubli. Oui, alors j'ai dit que les ados se dévalorisaient, donc ça joue beaucoup sur l'image de soi. C'est ça. Enfin, quand tu as une mauvaise image de toi, tu te dis, tu as des prédictions que si l'autre te connaît vraiment, il va fuir en courant. Donc on va mentir, on va mentir à l'autre, etc. Parce qu'on se dévalorise. Ça, c'est un classique du genre sur le mensonge, pour l'image. D'accord ? Je suis un monstre, personne ne peut m'aimer comme je suis. D'accord. Et si jamais on lui dit, écoute, on a discuté, je sais d'où ça vient, dans ton enfance, tu n'avais pas le droit de ci, tu n'avais pas le droit de là, donc tu es devenu un menteur, ok. Je peux t'aimer comme ça, t'inquiète pas. À l'accepter comme il est. Ah, il faut le vérifier. Ça peut marcher à condition qu'il expérimente que ceci est vrai. Ouais. Parce que si tu dis ça et qu'au premier truc qui ment, tu ne l'acceptes pas, c'est mort. Donc il faut tenir tes promesses. Et c'est tellement ancré souvent qu'elle me raconte des cracks, elle me dit qu'elle préfère la vérité, qu'elle ne va pas me quitter pour autant, que c'est ancré, que c'est faux. C'est-à-dire, la première croyance, c'est elle me raconte n'importe quoi, de toute façon, si je mens, elle va me virer. Ou elle va me critiquer, ou elle va m'expulser, etc. Ouais. Eh bien oui. Tu vas croire que c'est une manipulation. Enfin, oui, exactement. Donc tant que ce n'est pas vérifié comme étant de l'amour inconditionnel, par toi, si tu prétends dire je peux t'accepter dans le mensonge, je préfère la vérité, et que toi tu le dis, mais quelque part tu n'es pas en mesure de le faire ou pas bien, ça ne marchera pas. Ouais, il va être parce que l'autre, il est vraiment convaincu que ce n'est pas possible. Il y a vraiment une prédiction de laisse tomber, personne ne peut m'aimer si je dis la vérité, je suis un canard boiteux ou voilà. C'est pour ça qu'il y en a certains qui ferment les yeux sur des trucs. Ben, bien sûr. Il vaut mieux en fait. Alors, un exercice que vous pourriez faire pour vous-même, hein, parce qu'on est tous aussi des menteurs en herbe, hein, puisqu'on protège, on a tous normalement un jardin secret, même si certains n'en ont pas du tout, mais je pense que par délicatesse, parfois, tu ne dis pas à ta meilleure copine qu'elle a une tronche de cake ou que, tu vois. Les bébés à la maternité. Voilà, bon, donc il y a des fois des choses qu'on ne dit pas aux autres. Donc personne ne dit toute la vérité, rien que la vérité. Donc la proposition que je vous fais, c'est un jour que vous ferez, vous pouvez en rentrant chez vous ce soir ou un autre jour, en rêve éveillé, de vous demander quel était le... Là, je vous le laisse dans le... Non, je vais vous donner le protocole, mais si vous voulez le travailler, vous le retrouvez sur... je laisse toujours un PowerPoint qui est en accès libre après la conférence, sous la conférence. Quel était le premier mensonge que tu as fait quand tu étais petit? Et donc de trouver la première image qui te vient, quel âge que tu as, et de revoir pourquoi tu as menti. Et comment les adultes se sont comportés autour de toi? Qu'est-ce que ça t'a permis? Qu'est-ce que ça t'a empêché? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Et en général, l'enfant, il se dit, si je mens, on va me croire et on va s'occuper de moi. En général, c'est ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que tu as décidé à ce moment-là? En général, la décision, c'est, puisque c'est comme ça, ou à partir de maintenant, 3 petits points, je décide de... Voilà. Et donc, voir qu'est-ce que vous avez pu décider. Une qui rigole, qui a dû décider d'un truc quand tu étais petite. Tu as décidé quoi, par exemple? Tu t'es dit quoi? Et bien, avec mon frère, on a monté les escaliers avec une pierre et on a cassé l'escalier. Et on... Ça veut quoi dire, on a monté l'escalier avec une pierre? L'escalier tout neuf, on a joué avec une pierre et on a cassé l'escalier, voilà. Et mon père est arrivé, l'escalier était cassé. Et du coup, on s'est retrouvés à mitonner un truc, quoi. Mais lui, on lui faisait pas, quoi. Il a compris comment on avait cassé l'escalier. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as compris à ce moment-là? Ou qu'est-ce que tu t'es dit? On s'est fait un peu allumer. Oui, et qu'est-ce que tu t'es dit, ce qui est intéressant? Qu'est-ce que tu as décidé à ce moment-là? C'est à partir de maintenant, ou puisque c'est comme ça? Alors moi,
Moi, je dis la vérité, parce qu'il vaut mieux l'avouer, sinon ça. Derrière, on se fait... Je me fais plus gronder. Ah, oui, Donc c'est ça en fait, tu vois, à partir de maintenant, je décide que c'est la décision scénarique que tu as prise. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je dis maintenant... Alors peu importe si tu dis la vérité ou pas la vérité, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que tu as décidé enfant pour t'en sortir de ces mauvais pas. Et donc on voit que tu aurais pu décider, ça aurait pu se passer autrement, puis tu aurais pu décider de continuer à mentir puisqu'on s'intéressait à toi. Donc peu importe, mais en général, le but c'est de garder le lien. Ce que veut l'enfant, c'est garder le lien aux parents. Et donc, à chaque fois que tu te ressens en insécurité, tu rejoues ça, cette décision scénarique. Et c'est ça qui est intéressant de regarder. Et là, c'est un exemple, mais vous aurez chacun vos exemples, de voir qu'est-ce qui se rejoue à chaque fois quand vous êtes en insécurité. Soit ici, elle va à chaque fois essayer d'avouer la vérité parce qu'elle a tellement peur de se faire gronder, que ce soit dramatique, elle va préférer dire la vérité. C'est un truc qui va se répéter sans cesse. Ah, même des fois de manière contre-productive. Ouais. Moi, j'ai le souvenir de... Et j'ai pas envie d'en parler parce que ça a été assez dramatique. Ma sœur a fait un gros mensonge et mon père a très mal réagi. On va dire qu'il a cassé la maison avec une chaise. Et du coup, moi, ça m'a poussée à faire tout ce qu'il voulait, exactement. Là, tu avais peur. Même derrière son dos, tout ce qu'il exigeait moralement, oui, etc. Tu étais terrorisée, ouais. Je le faisais et... en me disant, même si je le fais une bêtise et qu'il ne le sait jamais, je le trahis. Voilà. Ouais, et puis tu avais peur d'être... J'ai pas eu peur de lui, je l'ai plaint et j'en ai voulu à ma sœur que son mensonge ait provoqué cette réaction chez lui. Oui, mais comme tu es petite, tu es terrorisée, donc tu décides, et la décision c'était, je décide de... faire tout ce qu'il veut. De faire tout ce qu'il veut, donc d'obéir, d'être... c'est l'assujettissement, le schéma, hein. Je ne l'ai pas encore fait, mais l'assujettissement, c'est je me soumets par peur des représailles, par crainte des représailles. C'était plus par crainte de décevoir que des représailles. J'avais pas peur qu'il casse la maison, j'avais peur de le mettre dans cet état. Oui, mais si tu le mettais dans cet état, il se serait passé quoi? Eh ben, j'aurais fait du mal. Et je voulais... C'était un peu ton Dieu sur pattes. Mais tu lui aurais fait du mal, mais il t'en aurait voulu aussi, il t'aurait grondé. Il m'aurait peut-être même écarté de sa vie. Ouais. Ben voilà, donc... Comme le pire pour l'enfant, c'est de perdre l'amour du parent, il est prêt à n'importe quoi. Voilà. Donc là, ça donne plutôt le schéma... assujettissement, c'est la peur des représailles. C'est le schéma abnégation. Je vais être docile, je vais être gentil, je vais me soumettre, me sacrifier. Je vais faire ce que l'autre veut, en fait. Alors, donc, quand vous avez vu ce que vous rejouez sans cesse, et ben c'est important de dire, et si tu enlèves ça maintenant, parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de faire toujours pareil, là, qu'est-ce que tu mets à la place? Qu'est-ce que tu pourrais décider à l'âge adulte, plutôt que de répéter la décision de survie que tu as prise depuis ton premier mensonge, que tu répètes inlassablement, et ce, tragiquement, jusqu'à la fin de ta vie. Voilà, donc par exemple, si je mens, on ne me voit pas. Si je mens, ouais, on va s'intéresser à moi. Donc si je ne mens pas, on ne me voit pas. Donc je deviens intéressante. Donc je vais raconter des conneries parce que comme ça, on va me voir davantage. Quand je mens, je fais le pitre et je raconte n'importe quoi, on me voit. Donc c'est encore un truc tragique. Donc je peux commencer à arrêter de croire que je peux être intéressante même sans jouer la pitre, par exemple. D'accord ? Etc., etc. Donc c'est un travail de redécision, de voir comment je peux redécider autre chose que de faire toujours pareil depuis que je suis enfant, quoi. Dans les somatisations, parce que très souvent c'est en lien avec le mensonge, hein, je crois que je vous l'ai dit, c'est qu'est-ce que je me cache à moi. Bien souvent il y a du déni, hein, je n'ai pas envie d'entendre des choses ou de voir des choses qui ne m'arrangent pas. Et en général, j'extorque des besoins d'attention en me rendant malade. C'est comme une forme de mensonge à moi-même. Rappelez-vous, hein, il y a du mensonge sur soi, il y a des choses que je ne veux pas entendre ou que je ne veux pas voir. Ça ne m'arrange pas parce que je vais perdre la relation que j'aime, par exemple. Et donc, du coup, il y a une forme de mensonge à soi-même. C'est intéressant de le voir aussi comme ça, hein. C'est retourner contre soi. Des fois, on se ment à soi-même et ça peut être terrible. Voilà. On peut faire l'exercice aussi? Oui. Oui. Moi, je pense que ça peut être intéressant d'être mental. Bon, on se ment beaucoup à soi-même, hein, c'est un des gros... Je mens pas aux autres, mais à moi-même. Ouais, mais c'est très classique. Bon.
Voilà, bon, je crois qu'après, je peux... Alors, les impacts, si, quand même. Les impacts du mensonge, érosion de la confiance, parce que c'est quand même le pilier central de la relation amoureuse, c'est quand même la confiance. Donc, le problème, c'est avec ces histoires de mensonges, et donc certains avec leur sensibilité à la trahison, ça commence à faire ça génère de la méfiance, qui est l'inverse de la confiance. Et donc, du coup, ça compromet la sécurité émotionnelle, donc l'histoire, elle dégringole. Un couple ne peut pas tenir sans confiance. C'est pas possible, ça marche pas, ça marche très mal. Voilà. Ça peut générer de la culpabilité chez celui qui ment et du ressentiment chez celui qui est trahi, d'accord ? Ça peut se déconnecter à force de répéter des mensonges, même innocents, ça crée une barrière, hein, ça crée une intimité qui se dégrade, d'accord ? Et puis ça peut aller jusqu'à la rupture. À force de mensonges graves découverts, ou revoir complètement la relation comme on la vit, on remet les cartes sur table, tu t'autorises, moi je m'autorise, maintenant que je le sais. Ou des ruptures, par exemple, moi j'avais eu des histoires comme ça où ils étaient mariés, puis 30 ans, 40 ans après, la nana, elle apprend que son mec, il avait eu un autre gosse pendant qu'elle était avec lui et qu'il lui avait jamais avoué. Donc elle apprend après 30 ans de mariage, enfin des trucs, tu vois, genre... Bon, alors il y avait pas... c'était à 2 doigts de la rupture quand même, il fallait récupérer le truc. Bon. Alors, il y a des histoires. Ça a pu se récupérer, ça? Oui, ça se récupère. Après, ça se récupère. Donc voilà, comment ça se récupère? Donc c'était ça le truc. Donc, il va falloir réinstaurer un climat de confiance, parce que quand la confiance elle est perdue, il faut la réinstaller. Donc ça va être tout le but de l'opération qu'on travaille en thérapie d'ailleurs. Comment refaire confiance à ce partenaire et repartir sur des bonnes bases, parce que sinon c'est cuit. Donc, comment instaurer un climat de confiance? Avec le dialogue, la communication sans jugement. Hein, dis-moi, déjà comprendre pourquoi il ne lui a pas avoué, hein, parce que voilà, il faut essayer de voir c'est quoi les motifs qui a fait qu'il a caché cette affaire. Bon, il faut s'écouter, il faut se comprendre, ce qu'on appelle achever des processus de communication pour pouvoir pardonner et remettre les pendules à zéro. Et tant que ce n'est pas fait, il n'y a pas de pardon. Et s'il n'y a pas de pardon, il y a aussi la reconnaissance que oui, tu m'as menti, je me suis sentie trahie et blessée. Donc il faut aussi que l'autre y reconnaisse que je me sens blessée avec ça. Tu vois. Voilà. Mais quand on se sent écouté et compris, on est plus enclin à être honnête pour la suite des opérations. Oui, quand tu te sens... Par exemple, j'ai menti, par exemple là, dans son exemple, j'ai menti pour prendre soin de toi. Bon, c'est pas cool. Mais quand tu comprends et que tu te sens écouté et compris, tu peux te dire, bon, la prochaine fois, c'est pas une bonne idée, je ne vais pas refaire, quoi. Je vais peut-être dire la vérité, ça sera peut-être plus intelligent que de mentir tout le temps. Tu vois? Parce que ça ne fonctionne pas bien, en fait. Ça me dessert. Et s'il ne change jamais, c'est qu'il a... Là, prétends que tu prends note, soit ça te va, soit ça ne te va pas. Mais du coup, si quelqu'un nous a menti parce qu'il se fait passer en premier... Et quand on essaie de comprendre, ça veut dire qu'on doit accepter qu'il se fasse toujours passer en premier. Non, mais tu n'es pas obligé d'accepter. Tu peux comprendre le processus qu'il n'a pas. On l'a dit tout à l'heure. Il n'a pas les moyens de faire différent. Maintenant, pour autant, tu n'es pas obligé de faire ta vie avec. Oui, non, mais si tu veux garder la relation, il faut que tu fasses... c'est responsable de vouloir dire amen. Non, mais pas accepter menteur. Accepter menteur, c'est une chose. Et accepter qu'il se fasse toujours passer... Il ne mente pas ce qui se fait toujours passer avant. Mais tu n'es pas obligé de rester dans une relation comme ça. Oui, non, mais donc, c'est quoi l'intérêt? Ça ne peut pas se réparer, du coup, ce genre de... Mais c'est surtout à toi de prendre ta responsabilité. Tu sais que tu es en train de me dire, je suis avec quelqu'un qui prend d'abord soin de lui avant de prendre soin de moi. Donc, il ne prend pas soin de mes besoins. Donc, qu'est-ce que je fais? Quelle est ma responsabilité là-dedans? Et lui, il est comme il est. Après, qu'est-ce que tu fais pour toi? Comment tu prends soin de toi? D'abord, l'autre ne peut pas prendre soin de tous tes besoins, et d'une, mais en même temps, si ce n'est pas OK pour toi, interroge-toi pourquoi tu restes. C'est quoi le problème, en fait? Oui, voilà. Il ne va pas se réparer pour toi, en fait. L'autre, il ne change pas forcément pour vous. S'il a décidé de prioriser ses besoins, c'est comme ça. Non, mais quand vous parliez d'essayer de réparer une relation...
il y a des relations, justement, dans ce genre d'exemple qui ne peuvent pas être réparées. À moins qu'on soit... Enfin, moi, j'appelle ça du masochisme. Mais c'est pas avec ton problème quelqu'un à qui toi, pensera... chacun voit à sa gouverne. Moi, je travaille beaucoup sur les Oui, voilà, problématiques de rester gens dans qui une sont en relation où la dépendance personne avec qui... affective. Non. Ça s'appelle des Oui. attachements toxiques, mais à un moment Oui, donné, quand tu en as marre de souffrir et d'être dépendant, bah, tu commences à prendre ta responsabilité et puis tu fais un travail un peu plus profond pour voir pourquoi tu te fais écraser. Mais ça, c'est pas le sujet du jour, on est sur le mensonge. Pas, à ce moment-là, la relation ne peut pas être préservée, du coup. Non. Alors, elle ne peut pas être préservée, chacun fait ce qu'il veut. Si tu te mets sous les cailloux pour rester en relation, ça devient ton problème. Alors, je voudrais terminer sur comment surmonter le... Alors, moi, comment surmonter le mensonge. J'avais quand même donné un article, je ne me rappelle plus. Alors, j'étais regardée sur Internet, comment surmonter le mensonge. Je vois, il y a un article de Véronique Cohn. C'est bien. Je ne me souviens plus de ce que j'avais écrit du tout. Alors, je vais vous dire ce qu'a dit Véronique. Parce que... Donc, j'avais dit à l'époque, et je le redis, mais c'est un peu la synthèse, c'était de pouvoir de travailler sur la confiance, de repartir sur des bonnes bases, de voir de quoi j'ai besoin pour me sentir en sécurité à nouveau. Parce que moi, je ne me sens pas en sécurité si tu m'as menti, mais celui qui ment ne se sent pas non plus en sécurité, parce que sinon, il dévoilerait tout. Donc, les deux côtés, on n'est pas en sécurité. Et de l'empathie, puisque j'ai parlé d'empathie, c'est de comprendre l'autre. Bon, ça, là, on l'a vu de large et en travers, comment il en est arrivé à mentir, et de ne pas assumer la vérité parce qu'il la peur a pris le pouvoir. Donc, ce qui est plus important pour remettre de la confiance, c'est que mutuellement, on comprenne le point de vue de l'autre. Chacun s'exprime à son tour, par exemple en disant « Dis-moi ce sur quoi tu crois, ce sur quoi le point que je dois comprendre, que je n'ai pas tout compris encore. » Tu vois, une phrase comme ça, par exemple. Donc, faire parler la personne sur qu'est-ce que je n'ai pas encore compris, que tu crois que je devrais savoir, pour qu'elle continue de dire des choses importantes pour elle, et réciproquement. Donc, c'est la communication qui va sauver ce type de couple qui a perdu confiance, en fait. Idéalement, c'est de partir sur des bonnes bases, c'est-à-dire d'assumer le mensonge, de dire « bah oui, c'est vrai, j'ai pas pu faire autrement que de mentir », plutôt que de s'enfoncer en mentant de plus en plus, en comptant de plus en plus de craques. Bon, ça c'est idéal. Maintenant, il y a des moments, je l'ai vu, on l'a dit, il y a des moments où ça s'anesthésie et j'arrive plus à ne plus mentir. Et je me suis tellement allée loin que bon, je vais jusqu'au bout. Ceux qui continuent de mentir, ce sont qui ont tellement peur de perdre le lien qu'ils s'enlisent dans le mensonge. C'est ce que j'avais dit. J'avais dit, il vaut mieux assumer en reconnaissant être imparfait, dans le sens d'être un être humain, plutôt que de dire autre chose, plutôt que de s'enfoncer en disant, bah voilà, il y a des moments où je ne peux pas faire autrement que de mentir, parce que je ne sais pas faire différent. J'ai tellement peur d'être jetée que, voilà, bah, un peu comme l'histoire de ton fils, quoi. Voilà. Donc prenez le temps, quand vous mentez vous-même à quelqu'un, de vous comprendre et de trouver des idées pour parler de vos besoins plutôt que de mentir, et de retrouver la confiance et la sécurité aussi en votre conjoint, en remettant à plat des contrats ou en voyant de quelle peur ça part et comment il peut éviter d'avoir peur. Voilà. Voilà, parce que là, et au dernier point que j'avais dit aussi, il est important de noter qu'on peut aider l'autre à se sentir en sécurité, mais ce n'est pas à nous de donner toute la sécurité à l'autre. Il n'y a qu'à l'intérieur de soi-même qu'on peut trouver une forme de sécurité encore par rapport à la vie qui me traverse. Je n'ai pas la capacité ni le pouvoir de donner la toute sécurité à l'autre, quand bien même j'aurais envie de lui donner de la sécurité. Tu vois. Donc voilà. Donc, ça, c'était le point final de l'article que je ne me souvenais même plus que j'avais été interviewée sur le sujet, sur comment surmonter le mensonge. C'était sur cosmopolitan.fr, vous retrouvez l'article, il y était. Voilà. Bon, ben, mine de rien, ça fait presque 2 heures que nous papotons sur le sujet du mensonge. Donc, merci à vous d'avoir été si prolixe. Parce que vous avez été très participatif sur ce débat, donc ça va faire réfléchir certains qui vont dire « Ah oui, moi je m'y retrouve, moi aussi, dans des profils de personnalité, des histoires concrètes. » Voilà. Voilà. La prochaine conférence est sur le surcontrôle émotionnel et sur la question du mensonge. Là, début février, commence la formation « Vous êtes soi face à l'autre », donc comment être en vérité.
Parce que moi, oui. J'aimerais bien savoir si tu as déjà traité... J'aimerais savoir si tu as déjà traité, je viens d'avoir une idée de quelque chose qui me préoccupe, qui m'interpelle depuis très très longtemps. Alors je ne sais pas si tu l'as déjà traité ou si tu aimerais le traiter, c'est l'ego. L'ego comme ça, en termes de... C'est quoi l'ego? L'ego, qu'est-ce que c'est que l'ego? Et, je pourrais le traiter. Je trouve que moi j'ai fait pas mal de recherches sur l'ego. C'est pas facile à comprendre le fonctionnement. Et il y a beaucoup on dit beaucoup de choses, dit plein de choses partout, dans tous les, que ce soit en psycho ou en spiritualité, surtout dans le rayon spiritualité, c'est quand même un terme de spiritualité. Mais il y a plein de définitions, on entend plein de choses là-dessus. Et c'est vrai que ça pourrait être un thème intéressant. Parce que souvent on utilise ce mot à tort et à travers, malheureusement. Et c'est assez péjoratif de nouveau. C'est comme le mensonge. C'est aussi le mensonge est un terme générique très péjoratif en fait. C'est toujours mal, bien mal. Et pareil pour l'ego. On a toujours l'impression que l'ego c'est mal, tu vois. C'est quelque chose de. Et je pourrais faire un thème là-dessus. Merci des idées que vous avez. Vous pouvez me les envoyer parce que voilà. Donc prochaine formation, c'est oser être soi face à l'autre. Voilà, c'est l'idée que je développe. Comment s'affirmer, comment arrêter de raconter des cracks à soi-même et aux autres. Comment vivre en vérité, ce qui n'est pas forcément facile, qui est un travail sur la puissance. Et plus, d'ailleurs, on se dépouille, plus on vit en vérité, moins on a d'ego, c'est-à-dire moins on a besoin de tenir une image, moins on a besoin de se faire aimer comme ci, comme ça, comme ça, comme ci, plus on est libre en fait. Mais ce n'est pas facile parce que c'est humain de vouloir se préserver et de se protéger. C'est très humain comme truc. Tu vois, on n'est pas grand-chose. Donc moi, je comprends qu'on ait plus ou moins besoin de mentir ou de tenir des jardins secrets. Maintenant, ça nous dessert plutôt qu'autre chose. Ce n'est pas un truc qui nous est utile parce qu'on ne se dépouille pas, en fait. On n'est pas vraiment authentique. Maintenant, voilà, on a vu la vérité, l'authenticité comme étant une injonction sociétale. Il faut être authentique, soyez authentique, et ce pour toute l'année. Non. Ça, c'est encore un truc débile. Il faut être authentique. C'est un dogme, en fait. Bon, excusez-moi, je suis un peu sur mon fils. Mais ce que je me disais, c'est que moi, par contre, comme... j'ai pas de dogme, quoi que ce soit, mais en général, moi, j'ai plus le mensonge de l'enfance. Et quand j'ai peur, par exemple, si je suis en retard au travail, je veux dire que j'ai crevé. Ou, voilà. Mais je ne... Oui, voilà. Je ne fais que ça comme mensonge. Je ne me sers jamais du mensonge pour obtenir ce que je veux. Ou quoi. Et peut-être que socialement admis, soi-disant. Et donc, du coup, peut-être que c'est ça qui met peut-être la barre, qui écrabouille un peu mon fils, qui fait qu'il se dit, oh, mais moi, je ne vais jamais réussir à être comme ça parce que je suis... Peut-être que c'est ça, parce que je me dis, si la seule personne qui l'élève, c'est moi, donc... Tu t'es pris toute la responsabilité. Ah oui, voilà, il faudrait explorer, parce que là, tu te sens coupable, mais il faudrait explorer ses problèmes de dévalorisation, parce qu'il a un problème de dévalorisation. Ah oui, ce qui est incompréhensible, parce que c'est... c'est comme ça. Après, ça ne veut rien dire. Il a tout pour lui. Bon, et dernière intervention. Une dernière chose sur le oser soi face à l'autre. Quand tu m'as dit ça, ça m'a fait penser à une chose... le fait d'être, par exemple, là, j'ai une certaine façon d'être. Ouais. Hein, ouais. Avec mon fils, je vais être une autre personne, etc. Et c'est vrai que j'ai souvent été choqué de voir des gens extrêmement différents dans les rôles qu'ils ont pu avoir. Tout à fait. Et je m'estime, par rapport à ces personnes-là, être quand même relativement homogène. Je ne vois pas de grosses différences, en tout cas pas des différences autant, suivant la personne avec qui je suis. Je ne sais pas si je m'exprime. Oui, parce que tu es moins dans des masques, tu portes moins de masques. Oui. Voilà, parce que ça ne te branche pas de porter des masques. Voilà. Donc oui, y a des personnes, c'est toujours l'image. Les masques, c'est souvent l'image. Voilà, c'est ça. Donc nous reparlerons de l'ego une prochaine fois. Je vais être menteur, voilà, mais si je suis menteur avec les autres, je vais être aussi menteur avec toi. Enfin, c'est des postures, on tient des postures pour tenir une belle image. Voilà. C'est un classique du genre. Alors, donc, on s'arrête là, parce que ça fait 2 heures qu'on cause. Donc, merci d'avoir été là.